J'ai passé le TAEJ, j'ai eu 467 en nouveau score. Moi, j'ai eu ESSEC et ESCP et du coup j'ai choisi l'ESSEC. Là en mode ok t'as pas fait de prépa, maintenant tu te bouges et tu vas avoir une école même si t'as pas fait de prépa quoi. Bonsoir. Bonsoir. Épisode 5 des secrets d'admission. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Malo, Félicie et notre ami Louise. Je suis fatigué, pardon, il va falloir m'aider. Bon, donc là, on a fait quelques épisodes là déjà avec des parcours assez variés. On a couvert l'ESSEC 3 fois, avec Mathias, Simon et Clément. Non, Clément ESCP, donc 2 fois pour l'ESSEC. Le SCP, on avait hier Candice, du coup, qui complète Clément. Donc 2 ESSEC, 2 ESCP, EM Lyon. Donc aujourd'hui, on va rééquilibrer un petit peu avec une école qu'on n'a pas encore eue jusqu'à maintenant. L'école du top 1. Ah bon, C'est c'est ça? Ça dépend Non, de la région peut-être. Non, top 5. Ou top 4 aussi, hein, ça peut marcher. Ça peut Top marcher. 4 ou top 5 d'ailleurs. Ça change, j'ai pas le d'avis, M, ça fait les que decks changer en et ce ça switch. Ouais. C'est à peu près Ça se joue à équivalent. rien. Alors, de mon vivant, j'ai vu un seul switch, hein, mais peut-être que... C'est que les decks c'est top 5? Oh, Ou non, au l'inverse. contraire. Ah, ok. Non, moi je connais Et l'époque deck, où les decks étaient 5e pendant très longtemps et que depuis la période Covid, pour moi, les 4e. Hein. Ouais, bah. on va Peut-être que dire vous ça. avez encore Très bien. des conflits à régler. Peut-être que c'est tes origines aussi qui te... Ouais, j'ai un groupe avec des potes de l'EM. Ah ouais? On s'amuse à se tirer à la bourre sur qui est dans la meilleure école. Bon. Donc là, récemment, je sais pas si t'as vu le classement du Financial Times qui a mis l'EM deuxième. Ouais, bon. C'est comme ESSEC, ESCP à chaque fois. Oui. Ah quand même. Non là tu vois, il y a Ah, quand mais- même un ordre. Hein. Bah selon les classements, ça se. Mais dans la tête des Français, oui. Je suis d'accord. D'ailleurs, on en parlera, En vrai, parce c'est qu'il y a très bien. un seul classement qui fait autorité, on en parlera d'ailleurs. Je pense que ce sera un bon sujet de discussion, parce que je pense qu'il y a aussi la question à traiter de l'ESSEC et de l'ESCP. Mhm. Parce qu'on a des anomalies de choix de classement aussi à la prépa qu'il faut peut-être justifier. Hein. Est-ce qu'à la prépa, il y en a plus qui choisissent le SP plutôt que l'ESSEC? Bah écoute, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est un sujet important. Jusqu'à très récemment, on n'avait jamais vu de désistement de l'ESSEC vers le SCP. Ok. Ça n'existait pas. Vraiment, Ah ça ouais. n'existait pas. Et il y a un événement qui a fait tout basculer. Je sais pas si c'est une coïncidence. C'est le Covid? Non, c'est le déménagement C'est-à-dire? de l'ESCP à Porte-de-Champ. Ah Bizarrement. oui. Ça a été fait quand le déménagement? Étrangement, les habitants de Neuilly, Paris 16, le Valois, Paris 17 ont étrangement désisté à l'ESSEC pour aller à l'ESCP. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Peut-être que République n'était pas assez attractive. Mais... Parce qu'avant, le SCP c'était en dehors de Paris. Non, c'était à C'était à République. Et là, c'est Bah, pas bizarrement, hein, je trouvais ça étrange. Peut-être que c'est le fait que les gens soient dans l'Ouest, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans Paris qui vont préférer, je pense, aller à la République plutôt qu'aller à la Porte-de-Champ. Mais, Après, c'est cool déjà d'avoir le choix, quoi. mais factuellement, il y a eu Franchement, un changement, parce qu'avant, les gens, ils partaient sans réfléchir, ils partaient à l'ESSEC. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Ok. Moi, je me suis posé la question de fou, moi. Ah, moi aussi. Franchement, j'ai vraiment hésité. Mais bon. Après, j'étais quand même bien partie sur je veux l'ESSEC et tout, donc une fois que je l'ai eu. Mais c'est vrai que ce qui m'a fait hésiter, c'est notamment quand j'ai parlé à des gens de l'ESCP de la prépa. Tu vois, dans les tuteurs et tout. Notamment avec. Merde, j'ai oublié son prénom. Elle devait être là finalement aujourd'hui. Félicie la Gabrielle. remplace. Gabrielle, ouais, c'est Gabrielle qui a l'ESCP. Et Ouais. quand on en parlait, en fait, elle le vendait tellement bien que vraiment, elle m'a fait hésiter. Ouais. En fait, quand t'as pas fait de prépa, je pense que tu peux te permettre de pas forcément prendre la meilleure. Ouais, je vois pas forcément. En fait, après, c'est aussi ce qui t'intéresse que tu vas faire à l'école, hein, tu vois. Non, mais tu vois, ceux qui ont fait une prépa, ils sont plus dans la logique de on veut la meilleure. Et si Oui. j'ai la deuxième, je prends la deuxième plutôt que Ouais. la troisième, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors que nous, vu qu'on n'a pas passé de concours à proprement parler comme eux, Mhm. on réfléchit plus vraiment à l'école en soi. Ouais, non, ouais, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure des choix des prépas d'ailleurs, parce que alors, le gros avantage qu'il y a en classe prépa, c'est que tout le monde passe les mêmes écoles. Donc il y a chaque année un tableau qui sort, c'est le tableau des désistements croisés du CIGEM. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais, si j'aime. C'est ce qui résume en fait les choix des prépas. Ok. Et des désistements croisés, en fait, ils regardent quand les prépas ont le choix, les écoles qu'ils choisissent. Ils font un gros tableau comme ça. Par exemple, vous allez voir HEC, peut-être un ou deux ESSEC, peut-être un ESCP, et en fait, il faut le lire comme ça en diagonale. Et en fait, ça vous montre pour chaque école le nombre de personnes qui ont préféré une école par rapport à une autre. Ok. Et mécaniquement, dès qu'il y a plus de préférences que dans l'autre, les écoles sont automatiquement classées les unes au-dessus des autres. Mhm. Ok.
C'est comme ça que le classement de l'Union et l'EDEC s'est inversé. Alors, je crois que c'est pas inversé directement sur celui de 2020 parce qu'il n'y en a pas eu. Vu qu'il n'y a pas eu les euros, c'était un peu le bordel et il n'y a pas eu de classement SIGEM. Ils avaient essayé d'en faire un peu bizarre qui était retiré assez rapidement. Mais dès 2021, il y a une tendance très très nette. Il y a beaucoup plus de personnes quand elles ont le choix aujourd'hui en prépa entre l'EM et l'EDEC qui partent à l'EDEC. Je comprends. Et une autre école qui a bouleversé le classement SIGEM dans les années précédentes, peut-être que vous connaissez des gens, peut-être qu'on pourrait faire une parenthèse sur cette école-là, c'est Schema, Schema qui a fait une très belle remontée aussi et qui a été boostée par... il y a une très grosse concurrence. Je crois que Schema a encore un léger avantage sur Audencia. Qui fait qu'elle est aujourd'hui 6e. Voilà. Bon, aujourd'hui on sera sur le top 4. Voilà. Le top 4 6e, je précise, parce que si on parle du Financial Times, on aura un classement très différent ce soir, je pense. C'est clair. Bon, écoute Malo, on va commencer par toi. Ok. Très rapidement, si tu peux déjà te présenter, pour qu'on comprenne un petit peu d'où tu viens. D'accord. Point très important, comme je l'ai fait dans les précédents épisodes, c'est très important aussi parce que parmi les gens qui sont concernés par ce podcast, il y a aussi des gens très jeunes qui sont aussi au lycée, qui sont aussi inspirés par ces parcours-là et qui se demandent aussi qu'est-ce qu'ils devraient faire donc, après leur terminale pour rejoindre l'université. Vous avez 3 parcours super différents, que ce soit d'un point de vue peut-être géographique ou même en termes de cursus. Donc déjà, si tu peux expliquer comment se déroulait ta scolarité, comment t'en es arrivé à faire ton premier choix de cursus, déjà, donc et dire quelle école t'as intégré. Voilà, on verra dans les détails, mais peut-être plus te présenter en termes d'origine pré-école. Pour la partie école, on verra après, mais voilà, ton lycée, ta terminale, peut-être tes choix Parcoursup, ce qui t'a amené à choisir ce cursus et l'école que tu as intégrée, voilà, qu'on a déjà mentionné, mais bon, pour faire plus beau, voilà. On va terminer par le point final. Go. Alors moi je suis un Lyonnais à la base. J'ai fait toute ma scolarité à Sainte-Marie-Lyon. C'est une prépa qui est très connue pour ceux qui ont fait une prépa. J'ai commencé à bosser vraiment en première. Du coup c'est connu, je suppose. Ouais. En prépa commerce quoi, la classique. Oui non parce qu'il y a Cagnes scientifique aussi. Oui. En ECG du coup. Je crois qu'il n'y a pas de prépa scientifique là-bas. Non. Non, il n'y a pas. Il n'y a que Cagnes. ECG et Cagnes. Ouais je crois. D'accord. Donc voilà, je me suis mis à bosser en première, quand ça commençait à compter. Non, je m'y suis mis à fond dès la première. Et j'avais maths, physique, SES. Dès la première, mais c'était pas un lycée sélectif, c'était pas le genre d'établissement où tu devais quand même avoir de bons résultats. Je me suis toujours débrouillé pour passer et D'accord, c'est passé. ok. Donc en première, je me suis mis à bosser à fond. Et en terminale aussi, j'ai gardé maths, physique pour la terminale avec Maths Expert. Et j'étais dans une classe de mec hyper chaud. C'est-à-dire que même avec 14,5 de moyenne, j'étais 25e. Je pense que ça m'a un peu biaisé mon Parcoursup. Parce que en fait, j'étais hyper mal classé dans ma classe. Donc j'ai pas eu énormément de trucs. 25e sur combien à peu près? Sur 35. Ah ouais, ok. Donc j'ai pas eu les prépas que je voulais. J'avais mis des prépas, je crois que c'était maths. Moi je voulais maths approfondi ESH. Et j'avais eu que du maths appliqué, histoire géopo, donc je savais que ça allait pas me plaire. J'avais eu, sur Parcoursup, j'avais eu la prépa à Ampère, à Douai, et c'est tout. Et les minimes aussi, mais pas dingue cette prépa. Donc j'ai refusé, je suis allé à l'IAE. Douai c'était Saint-Jean du coup Comment Saint-Jean-Douai de Douai? Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. C'était pas assez bien pour toi? Peut-être trop loin aussi? Non, c'était... Bah ouais, j'avoue que la localisation me tentait pas, et c'était pas pareil, c'était en histoire géopo, enfin en géopo maths appliquées. Donc c'est parce que ça me parlait pas. Ok, ouais. Moi je voulais faire des maths approfondies. Ouais. Donc du coup je suis allé à l'IAE avec plein de potes et j'ai pas beaucoup bossé en première année. Je m'en suis un peu mordu les doigts après parce que en fait c'est pas si dur. Et j'ai commencé vraiment à bosser pareil en deuxième année où là je suis très peu sorti, j'ai beaucoup travaillé. Je suis remonté dans le classement, j'étais 30e sur 800. Du coup, t'as fait ton classement de terminale, mais là, c'était sur 800. Voilà, c'est ça. Donc, je suis un peu remonté. Et je me suis inscrit à la Prépaya en deuxième année. Fin de deuxième année avant l'été. Grâce à mon cousin Antoine Vernet, qui va faire d'ailleurs un podcast bientôt, qui avait 1 an d'avance sur moi. Et en troisième année, je suis parti... Qui était aussi à l'IAE, d'ailleurs. Qui était aussi à l'IAE, ouais.
Et c'est lui qui m'a mis un peu dans les concours AST. Je connaissais pas du tout. En terminale, quand je suis même allé voir une conseillère d'orientation, elle m'en a pas parlé une seule fois. Donc, deuxième année, je m'y mets, je m'inscris à Prépaya. Troisième année, je suis parti en Angleterre, à Norwich, en échange, dans le cadre de l'IAE. Et j'ai passé le stage en novembre 2024, une seule fois, après une semaine intensive à Prépaya. J'en avais fait une fin août aussi pour découvrir. Et une semaine intensive en novembre. J'ai passé le stage, j'ai eu 467 en nouveau score. Et après, en janvier, j'ai passé le TOEIC. J'ai bossé un mois. Comme j'étais en Angleterre, c'était un peu plus simple parce que j'étais un peu dans l'anglais toute la journée. Je l'ai passé 4 fois avant d'avoir 945. Donc c'est pas non plus incroyable quand on fait un an en Angleterre, mais ça suffit entre guillemets. Et j'ai postulé pour les top 6 après. Donc j'ai fait schéma au 3e tour. Je l'ai eu. J'ai refusé et après j'ai fait... c'était pour m'entraîner entre guillemets parce que j'y serais pas allé si je l'avais eu. Et après j'ai fait le top 5. J'ai été admissible aux oraux EM et DEC. Et j'ai eu les deux. Pas en liste d'attente, admis directement. Et avec... il faut que je dise les notes aux oraux ou on s'en fout? Oh bah on y est déjà. Hein. On y est? Ouais. Bon bah aux oraux, j'ai fait des bons oraux grâce à Prépaya, je m'étais vachement bien entraîné, j'avais fait une quinzaine d'oraux je crois. J'ai eu 18,5 à l'EM et 16,5 à la trilogie de l'EDEC. Et paradoxalement en anglais à l'EDEC, j'ai eu 10,75 après un an à l'étranger et l'EM 13. Donc voilà. Ouais, sachant que c'est pas du tout le même enjeu en termes de coefficient. Ouais, bien sûr. Faut peut-être le préciser aussi, quand même un poids beaucoup plus important. Non, par contre, truc très important, c'est que en note de dossier, j'étais très mal noté, malgré 3 stages et un an à l'étranger. J'ai eu 9 et 10, en gros, à l'EM et l'EDEC. 9, Parce que ta note de dossier, c'est aussi tes notes et ton stage, et malgré ça, t'as eu 9 et 10. non, je crois pas qu'il y ait le stage dedans, dans la note de dossier. Non, c'est pas intégré. Mais je suis quand même surpris. Non, peut-être pas l'EM Lyon. 9-10, et d'ailleurs 9-10 à l'EDEC, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est pas si mal. Mais Même, qu'est-ce c'est qui est pas si intégré mal. dans ta note de dossier? Il me semble que c'est la fac d'où tu viens, ce que tu as fait là-bas, tes notes. Et les stages, je suis pas sûr. À mon avis, ça compte un peu. On va venir dessus tout Mais, à l'heure. mais Parce ouais, que, en fait, au niveau de ta note de dossier, déjà pour moi, EM Lyon EDEC, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même échelle. Dans les deux cas, j'avais une pas très... Ouais, non, je me trompe. À l'EM, je devais avoir 12. T'as eu 13, je pense, à l'EM. Ouais, 12-13, ouais, pardon. Mais Non, ce qui m'étonne, je me c'est que trompe. t'étais quand même du coup 30e sur 800, et malgré ça, t'avais 9-10 de note de dossier. Ouais. C'est hyper mal noté comme formation. Bah ça, franchement, on va faire tout un volet là-dessus parce que j'en ai pas parlé du tout dans les autres épisodes. C'est vrai qu'on est très focus sur les Parisiennes. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps de démystifier un peu le fonctionnement. Parce que le Lyon et les DEC ont un fonctionnement qui est très particulier. Et d'ailleurs, je pense qu'une des grandes injustices qui existent, c'est qu'on appelle ça note de dossier et note académique, mais les notes sont, je pense, en 3e, 4e position dans les facteurs explicatifs de note de dossier. Ah ouais? Ouais. C'est essentiellement basé sur la filière d'où vous venez, l'établissement d'où vous venez, et dans le cas très particulier de l'EM Lyon, le niveau d'études. Et Donc c'était en master plutôt qu'en licence, t'as une meilleure note en gros? Ouais. Ok. Et pareil. Par exemple, le mec, il est je nageur. donne un exemple tout bête, quoi. Quelqu'un qui est en master 2 à l'EM Lyon, il peut rentrer avec un Taj-Mahal vraiment ridicule. Ouais. Un Taj-Mahal à 2 Mais ça, j'ai chiffres l'impression que pour ça des marche étudiants de pour master toutes 2, les c'est écoles, quand même. possible. Hein. Genre À le ce SEC par niveau-là, exemple. ouais, mais là c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire à l'EM Lyon, concrètement, quelqu'un qui a un master 2, même s'il a redoublé 2 fois, un master 2 en droit par exemple, peut-être que tu en as connu. Hein. C'est des gens qui peuvent intégrer avec un Taj à 2 chiffres. Incroyable. C'est mathématique. Hein. T'as une barre qui est aux alentours de 12. Non, elle est même montée un peu. Je crois qu'elle est montée à 12. Pour être admis 12-2, 12-3, je crois. Pour être admis L'admissibilité à l'EM Lyon. L'admissibilité, ok. C'était 122, 123, faudrait que je corrige si je dis pas une bêtise. Bon, on va arrondir à 12. Sauf que ton dossier, il est coef 6. Ton tâche, il est coef 4. Ouais, donc en fait, Donc c'est concrètement, tu as 20 en dossier. Il y a des gens qui ont 20 en dossier. Hein. Un profil M2 dans une bonne filière scientifique ou certains M2 de droit. Si la barre est un poil au-dessus de 12, voilà, tu as 0 tâche, tu es presque dans les clous pour être admissible. Ok. Et il n'y a pas si longtemps que ça, la barre était plus basse. Hein. Je connais une époque où, il y a quelques années, la barre était un peu en dessous de 12. Là, c'était encore plus drôle. Ça veut dire que même une personne à l'époque où il y avait les points négatifs, mathématiquement, c'était possible d'être pris même avec des points négatifs. Si Ok. on s'amusait à convertir en points négatifs sur 20 des scores de Taj-Mahal, à l'époque où la barre était à 11,7, un dossier à 20, coef 6,
sachant qu'il y a un total de 10. Donc les gens avaient leurs 120 points uniquement sur la base du dossier. Ok. Et ça crée de grosses injustices parce que dans l'autre sens, il y a des gens qui partent avec des notes dossiers dont tu parles, hein, le 9 ou 10 qui est au final rédhibitoire. Hein. Non, en effet, 10 c'était à l'EDEC et j'ai eu 12-13 à l'EM. Non mais 9-10, même avec 500, c'est cuit en fait. C'est ça l'injustice parce que les points de Tajmaj, ils ne progressent pas avec la même vitesse que les points de dossier. Donc quelqu'un qui a même 9 ou 10, c'est quelqu'un qui est foutu dans tous les cas. À l'EM ou l'EDEC? À l'EM Lyon. Ok. Le Lyon 9 sur 20, ça enlève pas. Ok. Et, Non, l'EDEC. Et c'est pour ça qu'on a une population à Prépaya qui était particulièrement affectée par ce problème-là, ce qui est un peu embêtant, parce que c'est la principale population, la plus fréquente des écoles de commerce, la Cato de Lille. Ah ouais. La Cato de Lille, ils ont pris des dossiers catastrophiques, quoi. Il y a des gens qui ont sauté avec des tâches proches de 500, quoi. Il y en a pas mal à l'EDEC, là, de la Genre, Cato. J'en ai croisé pas mal. Forcément, parce que... Ouais, ils n'ont pas eu l'EM. T'as beaucoup de gens qui sont un peu en hésitation entre Lyon et EDEC. Cato de Lille, ils n'ont pas trop à hésiter. Parce que dans beaucoup de cas, donc c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la Cato de Lille pour précisément faire les écoles de commerce. Parce qu'ils ont un cursus spécial, la CUPGE, là, une sorte de prépa intégrée au sein de la Cato. Et c'est vrai que moi, de manière très ironique l'an dernier, j'ai dit aux gens de la Cato, en fait, c'est pas la CUPGE, c'est la CUPGDEC. Hein, HEC, c'est impossible. Les SEC, bon, ouverture L3, mais compliqué quand même. Le CP, très aléatoire. Quand on enlève l'école, quand même, en AST qui prend le plus de personnes qui est le M Lyon de l'équation, ça devient un peu compliqué. Donc la Cato, c'est vrai que ça passe très vite de EDEC à Schema. Bon, si on enlève les chanceux qui arrivent à accrocher le CP, quelques-uns les SEC, mais... la notation sévère des dossiers à la Cato de Lille, c'est embêtant. Alors, c'est pas les seuls. Hein. La notation des dossiers de Lille, c'est pas très loin des dossiers de Nanterre, par exemple. Mais Nanterre, c'est moins gênant parce que Nanterre, il n'y a pas cette population qui vient spécifiquement en cursus pour intégrer une école de commerce. Okay. En plus, il y a beaucoup de Parisiens qui, peut-être que vous en connaissez, hein, des gens qui quittent Paris pour aller à la Cato de Lille, précisément pour faire une école. Ouais. Ils auraient pu aller à Assas, ils auraient pu aller à la Sorbonne, faire un cursus en éco-gestion. Moi j'en connais qui l'ont fait, mais pas pour ensuite aller dans une école, juste pour faire la Cato de Ah. Lille. Ah ouais? Ah, moi, ils sont tous pour aller dans l'école après. Ouais, mais j'en connais pas beaucoup qui ont fait la Cato de Lille. Ok. D'accord. Enfin, pas énormément. Mais ça dépend des lycées. Il y a des lycées où vraiment il y a une grosse sensibilisation quand même à ces cursus-là, donc ils y vont un peu plus volontiers. Mais toi, du coup, tu vois beaucoup de gens de la Cato de Lille Ouais, moi, ouais. J'en ai vu quelques-uns. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est des profils motivés. Ok, bon. Passe à moi. Oui, ok. Louise. Bon, alors moi, comme étude, j'étais au Collège de droit de la Sorbonne, donc j'y suis entrée la première année où ça a été créé, en 2017. Il y a un petit bout de temps. Donc j'ai fait 3 ans là-bas, donc ça s'est bien passé, hein, c'était cool. Je travaillais, mais je pense que le droit me correspondait assez bien, donc c'était pas... je pense que le droit c'est très particulier, donc en fait il y a des gens qui sont un peu faits pour, peut-être d'autres moins. Moi en tout cas ça se passait bien. J'avais toutes mes années avec mention, ça se passait bien. Ensuite j'ai fait 1 an d'histoire de l'art, donc j'ai fait une licence intensive en 1 an. Donc ça malheureusement c'était pendant l'année du Covid, donc c'était pas très fun, mais bon, j'avais l'avantage d'être chez moi et comme j'avais 14 matières par semestre, finalement être à la maison c'était pas plus mal parce que du coup j'avais genre 7 TD, enfin bref c'était assez lourd comme rythme, mais c'était fun après du droit de faire de l'histoire de l'art. Après j'ai fait un master 1 de propriété intellectuelle, toujours à la Sorbonne. Voilà, pareil, mention, c'est bien passé. Et puis M2, droit des affaires appliqué au marché de l'art. Et donc, après ça, en fait, en gros, tout le plan, jusqu'à l'entrée de mon M2, c'est de me dire, j'aimerais bien être commissaire-priseur. Donc, en gros, droit histoire de l'art, donc travailler en maison de vente aux enchères, etc. Et en fait, arrivé en M2, je me dis, je suis pas du tout sûre finalement de vouloir faire ça, mais je suis embarquée dans mon M2, je vais le faire quand même. Le M2 était très cool, j'ai fait un stage de 6 mois qui était très sympa. Mais après ça, j'étais, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais pas envie du coup d'être commissaire-priseur, donc je savais pas exactement quoi faire. Donc j'ai pas mal voyagé pendant 1 an, non peut-être pas 1 an, mais pendant 8 mois. Donc j'ai fait plein de pays, c'était très fun. Et après je suis rentrée, j'ai travaillé pour une start-up spécialisée, enfin qui était en gros une sorte de fonds d'investissement spécialisé dans l'achat fractionné d'œuvres d'art, donc toujours quand même en restant dans le marché de l'art. Et à ce moment-là, en fait, du coup, j'ai fait plein de missions hyper intéressantes. Je faisais beaucoup de stratégie.
pas mal de stratégies de développement, un peu de marketing, de la com. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui m'intéresse. Dans mon stage précédent chez Sotheby's, j'avais aussi fait pas mal de stratégies de développement. C'était orienté là-dessus. Et en fait, je me suis dit, ça plus la start-up, je me suis dit, en fait, ça m'intéresse vraiment, c'est vraiment cool. Et mon frère avait déjà fait Prépaya, mon copain aussi, et ils avaient tous les deux intégré l'EM. Et donc, je me suis dit, je vais faire comme le reste et aller à Prépaya. Et donc, j'ai fait en 2024 la session de septembre, donc avec les 3 semaines intensives en août. C'était top, voilà, c'était super. Ensuite, du coup, j'ai passé le Taj Mahal, j'ai eu avec nouveau score 477 et j'ai postulé aux premières sessions des Parisiennes. HEC m'ont pas pris, enfin, j'étais pas admissible. En revanche, j'ai eu ESSEC et ESCP et du coup, j'ai choisi l'ESSEC. Voilà, et depuis, j'y suis. T'as été admise aux deux ? Ouais, j'étais admise ESCP et ESSEC. Et donc, j'ai choisi l'ESSEC pour plein de raisons différentes. Le fait que ce soit la deuxième, évidemment, ça joue. Et puis aussi, en fait, de tous les retours que j'avais eus, j'avais eu tellement de bons retours sur l'ESSEC, etc. Le programme me parlait, l'ambiance, tout. Donc voilà, j'ai choisi l'ESSEC pour ces raisons. Voilà. Super. À moi ? Oui. Donc moi, c'est Félicie. Avant, au lycée, j'étais à Saint-Jean-de-Passy, qui était un lycée très élitiste. Et comme toi, du coup, j'étais qu'avec des bons élèves. Et donc, quand j'ai fait Parcoursup, à l'origine, je voulais faire une prépa parce que tout le monde dans ma classe faisait une prépa, qu'on était formés à faire des prépas et que c'est un peu la prépa ou rien, quoi. Donc, je postule à ces prépas. Et au final, donc, avec Parcoursup, via mon classement dans ma classe, j'ai pas eu des bonnes prépas. Et je me suis dit, vaut mieux aller dans une fac et après retenter par la voie parallèle qu'être dans une prépa et cuber ou alors ne pas avoir une bonne école. Donc, je suis allée à Assas. J'ai commencé en L1 en licence éco-gestion, donc une licence simple. Et j'avais en tête de vouloir intégrer le CMI efficace. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un cursus qui se fait en 5 ans, où les 3 premières années, on a la licence d'éco-gestion et le collège d'économie. Et après, on a directement un master qui est intégré, qui est un master d'ingénierie financière, un peu ingénieur, je dirais, très informatique, etc. Et je voulais rejoindre ça parce que comme c'est un triple diplôme, ça me démarquait un peu plus des gens qui étaient en licence ou au collège. Et donc j'avais en tête pour le coup l'admission parallèle. Donc je dirais pas que j'ai beaucoup bossé pendant Assas, mais je bossais au bon moment. Enfin, c'est la fac, il faut avoir les bonnes annales, bosser un peu avant les partiels et voilà. Et j'étais dans une association où tout le monde passait, donc j'étais au défi Assas, tout le monde passait par Prépaya. J'avais entendu que du bien, donc je me suis inscrite et j'ai commencé à bosser le Taj Mahal à la fin de ma L2, donc en juin, où j'ai fait un mois d'intensif. J'ai eu Il y a un truc, t'es passé un peu vite. Sur quoi ? T'as pas dit je suis arrivé à Prépaya en fin de L2, t'as dit j'ai commencé à travailler mon Taj Mahal en fin de L2. T'es arrivé quand à Prépaya ? Je me suis inscrite, je pense, je sais plus. Très tôt, hein. Ah ouais ? Trop tôt même, peut-être à mon goût. Ah ouais ? T'étais en... Je crois que j'étais appelée en L1 même. Oui. Ouais. Ah oui, donc t'avais vraiment ce l'objectif. Mais parce que, en fait, pour moi, j'aurais dû faire une prépa. Et j'étais là en mode, ok, t'as pas fait de prépa, donc maintenant tu te bouges et tu vas avoir une école même si t'as pas fait de prépa, quoi. Et tu savais même avant d'intégrer Assas que c'était possible de faire des AST ? Ah oui. Ok. Oui. Parce que plus que possible, c'était le projet visiblement. Oui, j'avais ma prof d'éco en terminale qui était un peu notre conseillère d'orientation, notre deuxième maman, et qui pour le coup, elle, c'était un peu la prof ouverte qui n'était pas là en mode prépa école de commerce. C'est-à-dire vous pouvez faire, si vous ne faites pas une prépa, vous pouvez faire passer par l'étranger ou passer par les AST, mais par contre, elle nous disait, vous bossez, vous faites des bons stages, parce que sinon, vous n'en aurez pas. Donc en fait, j'avais clairement en tête que c'était possible, mais qu'il fallait se donner les moyens de le faire. Ok. Donc oui, bon, du coup, je me suis inscrite très tôt à Prépaya. Mais pour rien, parce que en fait, je rigole parce que y a toujours la question du timing. Il y a des gens qui arrivent trop tard, c'est vrai, mais parfois arriver trop tôt, c'est pas forcément la meilleure chose à faire non plus. Parce que l'année de L2, elle est quand même très chargée. On conseille plutôt aux étudiants d'abord de se débarrasser de L2 entre guillemets, ce que tu as fait finalement. Parce que bon, même si tu n'avais pas commencé à bosser ton anglais, je crois que tu avais un problème d'anglais à la base.
Je pensais, mais en fait, non. Non, tu l'as pas eu. Ouais, non, ça va. Parce que tu avais un peu de, je crois, d'inquiétude par rapport à l'anglais. Mais à la limite, faire un peu d'anglais, je veux bien, mais les gens qui veulent des premier semestre de L2 travailler du tâche-mage, au final, personne ne le fait, quoi. C'est Ouais. vrai qu'on avait un peu discuté de ça, mais tu as pris la décision très sage de maintenir tes résultats en L2, et bien ça a payé, finalement. Parce que Ouais. on parle beaucoup du tâche et tout ça, mais vous avez un point commun tous les trois ce soir, c'est que vous avez tous un très bon dossier académique, quoi. Donc les notes, c'est quand même un point, C'est un le plus point important. important. Ouais. Les gens l'oublient un peu, en fait, parce que, bah, comme toi, Malo, parfois, on ne sait pas qu'on peut postuler en école de commerce, donc on ne réalise pas l'importance de nos notes, alors qu'en fait, c'est le plus important. Moi, à l'IAE, il y avait une vraie asymétrie d'information là-dessus. Ah ouais? En L1, il y a quasiment personne qui savait qu'on pouvait faire des admissions parallèles. Bah, Moi, j'étais au courant. C'était assez fou. ouais. Il n'y avait pas encore Simon ASC, tout ça. Maintenant, je pense que les gens savent plus. Mais il y a des mecs comme Simon ASC qui ont fait percer le truc. Maintenant, en fait, tout le monde est au courant, quoi. Que tu peux le faire. C'est marrant. En fait, Ça dépend de ton environnement. En fait, Ouais, mais en fait, aussi. ça dépend beaucoup. Et d'ailleurs, je fais un petit parallèle par rapport à ça. Bon, Prépaya, historiquement, on est basé à Paris. La question s'est posée assez rapidement, peut-être, c'était surtout avant le Covid. En fait, on a ouvert Lille en 2019. Bon, à une époque où bon, ça paraît assez naturel maintenant de faire des cours à distance, mais je peux vous dire qu'en 2019, c'était pas du tout. Ah bah oui. Ouais. Ça existe même. C'est pas des ça mots. existe Si, pas du tout, hein. si Moi, on j'étais à voulait la faire fac, des cours avec des gens à la Cato de Lille, on pensait plus à ouvrir un local à Lille qu'à faire des cours en Zoom, quoi. C'était vraiment très très peu présent. Donc la question de s'installer à Lille, donc, elle s'est posée, et très rapidement, une fois qu'on s'installe à Lille, s'est posée la question d'aller à Lyon. Mais Ok. en fait, on n'est pas allé à Lyon pour une raison très simple, c'est que bon, déjà, j'aime pas trop, j'avais un peu une phobie du train, donc l'aller-retour dans la journée en voiture à Lille, c'est assez facile. À Lyon, ça aurait été plus compliqué. Problème que j'ai résolu depuis, hein, mais à l'époque, j'avais un peu la phobie. Et depuis, en fait, il y a une question que je me suis toujours posée. Je me suis dit, mais à Lille, comme je disais tout à l'heure, il y a la Cato de Lille, qui est quand même identifiée comme étant un vivier de personnes qui préparent les écoles, assez facilement identifiables et motivées surtout. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de gens de la Cato de Lille, mais je pense que je peux compter sur le doigt d'une main les gens qui viennent de l'Université de Lille, qui est peut-être plus grosse en termes d'effectifs. Si j'ai une personne dans l'année de l'Université de Lille qui s'est un peu perdue et qui a Prépaya, c'est le maximum. Ok. Mais ça se comprend pourquoi les gens de la Cato de Lille le savent. C'est que souvent, comme déjà, c'est une école qui n'est pas publique, une école privée. Donc souvent, ça vient d'un milieu qui est parisien, donc genre La Roche, Saint-Jean, Franklin. Tous leurs potes font des prépas, comme moi j'ai été. Et donc du coup, bah, ils savent très bien qu'il y a ça derrière. Parce que souvent, vu que c'est une école quand même qui est assez chère pour le coup, c'est pas ça sous la Sorbonne. Mais surtout, ils se déplacent pour ça, quoi. À la limite, Ouais. Quand on habite à 2 km d'Assas et qu'on déménage et qu'on paye 8 000 € l'année pour aller quelque part, C'est vrai que de qu'il y a la quand même une Et motivation. j'ai entendu dire Pour que un c'était cursus 15 000 similaire, euros. parce que... Ou, Ah, c'est 15 000. je sais plus, je crois qu'on Ah. m'a dit ça ce week-end. À la Ça m'a étonné les prix. La Cato, ouais, je crois que c'est. Ouais, non, si, c'est relativement cher hein, par an. Je crois que c'est plus cher que l'ISEI. Ouais, mais bah, moi, mon J'aime cousin, bien les il a fait références, La hein. Cato en droit, et je connais 2 personnes qui étaient à la Tour et qui sont parties faire la Cato Ouais. à Ouais. Lille, mais je sais pas ce qu'elles ont fait après. Tu vois, classique. La Tour, la Cato. Et Classique. oui. Enfin, beaucoup d'Angleterre aussi, hein, après la Tour. Mais Oui. En Angleterre, c'est un peu plus cher quand même, c'est pas le même budget. un peu plus cher. Un peu plus cher. Beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que... Et Lyon, moi, je me suis dit, je comprenais pas trop... Bah, Lyon, t'as beaucoup de mecs comme moi mais qui pour le coup, il y a vraiment du business à faire là-bas, quoi. non, mais il y a beaucoup Je de trouve. gens... Mais surtout, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a beaucoup de gens pas comme toi. Parce que Léo, par exemple, je ne mets pas dans la même catégorie que toi. C'est-à-dire. Bah, Léo m'a expliqué, d'ailleurs ça m'a beaucoup surpris, puisque j'ai pas trop compris comment... Parce qu'ils avaient l'air très bien informés. Mhm. Si je prends Léo et Gaspard par exemple, ils avaient l'air très, très bien informés. En fait, Léo m'a expliqué qu'il y a tout un circuit à Lyon, dans certains lycées catholiques, Mhm. qui, comme ça existe aussi à Paris, il y a des lycées où il n'y a pas du tout si je prends le lycée le plus proche de nous géographiquement, le lycée Franklin, justement hier on était avec Candice qui était de Franklin. On n'a pas beaucoup de gens de Franklin. Franklin, les gens leur disent d'aller en prépa, ils connaissent Ouais. pas trop autre chose, quoi. Et à Lyon, on a vu quelque chose de similaire, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a des lycées, comme à Paris, qui poussaient vers la prépa. Bah, complètement, clair. c'est le cas de mon lycée. Complètement. Mais il y a Ouais, des ils m'ont lycées pas qui parlé des poussaient AST une seule aussi fois. vers les AST. Et Ok. Léo m'a dit que c'était son cas, par exemple. C'est Que hallucinant. dès le lycée, qu'il y avait des profs, qu'il y avait même une sorte de conseiller d'orientation qui était aussi prof de maths particulier,
qui poussait les élèves à faire la fac. Non. Il y a eu Lyon pour aller en Ça, ST. c'est rien à voir. C'est un prof de maths particulier qui a rien à voir avec notre lycée. Ah ouais? C'est un mec chez Donc qui... toi aussi, tu l'as connu? Ouais, bien sûr, il s'appelle Monsieur Crimou. C'est un Ok. mec chez qui il allait... il y a 3-4 lycées privés à Lyon. Mhm. Et tous les mecs qui étaient un peu en difficulté dans les lycées privés, ils allaient chez lui. Ok. Donc moi, j'ai passé ma première terminale chez lui. J'avais des super notes en maths, du coup. Et c'est lui qui m'a poussé à faire l'IAE à l'époque. Et il m'avait parlé vaguement des AST, mais pour moi, c'était loin. Ah, donc t'étais au courant? Ouais, mais Ah. je calculais même pas. En fait, il m'avait parlé de ça, mais de loin, tu vois. Et en fait, il propose vite fait des cours, mais c'est rien à voir avec l'accompagnement de Prépaya. C'est juste qu'il propose des cours. Ah non, vite je parlais fait, pas de ça, je parlais juste en termes d'information. Donner l'information. l'information, que Mais je pense que tu- si tu as c'est une les info. exemples qu'on voit. Ouais. Enfin, si on... franchement, Non, mais ou juste moi, l'information, en fait, juste savoir que ça existe déjà. Moi, ça m'avait Oui, pas mais marqué. en fait, comme dit Malo, Moi, tu ça le me sais connaissait, je et sais en pas, fait, hein. c'est comme, enfin, tu dis que c'est une passerelle, mais qu'il y a très peu qui le font, que c'est un peu Exactement. niche. Pour moi, c'était. Tu le prends pas au sérieux. Tu vois. Donc quand on te l'a dit, tu n'as pas pris ça, enfin, c'était pas un projet calculé, t'as entendu ça comme Ah non, ça? parce que et là, c'est- c'est marrant parce qu'on en a reparlé avec Léo il y a 2-3 jours de Ouais. ça. Et il m'a dit, mais tu te rappelles que Crimou nous l'avait dit? Ouais. Et en fait, Mais Léo, il me l'a je me vraiment rappelais dit même comme pas. parole d'évangile, quoi. Genre, il y a un mec qui est descendu qui lui a dit fais ça et que lui, Bah, dès la moi c'était terminale, pas du tout. Moi, il savait c'était qu'il ferait une c'était- ST, c'était qu'il Antoine. ferait, Oui, mais on avait parlé Ouais. peut-être une fois de ça et tout, mais ça me paraissait Et tellement. il y a long. un autre truc, il m'a parlé d'un lycée qui a une sorte de cursus intégré qui fait de la ST. C'est Made in ça. C'est Made in, c'est possible? Ou non, pas c'est pas. C'est pas Un les lit- maristes? un lit- C'est bah, pas les maristes, ils ont une filière qui s'appelle Made in. Ouais, c'est ça. Mais Tu c'est les vas maristes, ouais, juste c'est ça. après, Ouais, ouais. et il y a plein de mecs d'ailleurs qui postulent en étudiant international, Oui, c'est ça. Là-bas. C'est ce que Léo m'a expliqué. alors qu'ils n'ont jamais posé les pieds à l'international. C'est Ouais. juste que le truc est en collaboration avec une université en Angleterre. Du coup, officiellement, ils sont inscrits à l'université en Angleterre, mais ils font les cours à Lyon. Donc ils n'ont jamais bougé. et Ouais, donc postulent ils ont en quand tant même qu'AST. poussé le concept d'AST assez loin quand même. Ouais, mais en fait, à l'époque, Non, vraiment, c'est- moi, vous êtes les passé à côté, à l'époque, d'accord, les ok. maristes, ils m'ont pas parlé du tout une seule fois d'AST. Ok. Et C'était, tu penses que par exemple, un cursus comme celui-là, si t'en avais eu connaissance en terminale, c'est un truc que tu aurais pu faire? C'est quoi c'est quoi le regard que tu poses dessus aujourd'hui? Surtout qu'en réalité, vu qu'il y a la file internationale, je serais pas étonné que tu croises des gens à l'EDEC qui ont fait ce cursus. Je sais pas si je l'aurais fait, parce que moi j'avais envie un peu de me barrer de cette école, Ok. quand même. Mais il y avait mon père aussi qui me poussait un peu pour la prépa et tout. Ouais. Donc, je sais pas, en terminale, mais je pense que je l'aurais plus envisagé. En fait, moi je pensais que c'était des places très restreintes, c'était vraiment très dur, etc. Alors qu'en fait, à l'EDEC et à l'EM, t'as énormément de places pour les AST. Donc je pense que mon choix aurait été le... I. Comment? AST. AST. Ah non, même en AST2. Ah, ok. Bon, pas tant que ça. Enfin, si on compare les c'est- effectifs, franchement, si par je prends rapport à- l'EDEC, c'est vraiment l'école, je pense, qui est la plus déséquilibrée de ce point de vue. Par rapport à il y a 20 ans, quand j'en parlais avec mes parents. parce Non, que mais ma- si ma je mère a fait compare AST, l'AST et l'ASTI, tu vois, par exemple. Ah oui, ok. Non, je parlais du cursus là, des maristes. Ok. Non, 200 places en AST France, ça me choque pas. Après, c'est vrai qu'il y a aussi l'AST1. Ok. Ouais, mais bon, ça, c'est pas- beaucoup moins. Si, il y en a beaucoup des Je- AST1. je- Ça je- existe C'est vraiment. quoi la différence entre ST1 et ST2? Ah bah c'est une cité qui n'existe pas dans toutes les écoles, ça existe à l'EM Lyon et à l'EDEC et à l'EM Lyon depuis pas très longtemps. Ouais. Parce que à Schema aussi, en fait, c'est la possibilité d'intégrer à Bac+2. Donc, Ah en- ouais. Voilà. Et tu bac plus passes deux. un En même tâche temps que 2. les prépas. Ouais, après, ma Tu passes un tâche 2. Alors, ça dépend des écoles. Alors, pour l'EDEC, c'est plus particulier. L'EDEC a un concours AST qui est ouvert, alors ça devient très bizarre, ouvert aux prépas scientifiques. Ok. C'est ce qui est pas con en soi. Ça s'appelle AST alors que c'est ouvert aux prépas. Bon, c'est vachement bizarre. Et en fait, à la base, c'était un concours qui était ouvert à tout le monde. Il y avait des épreuves, on pouvait postuler. Même, il y a des gens qui faisaient dans nos licences de gestion qui postulaient directement à l'AST1. Et depuis, elle est devenue réservée, je crois, uniquement aux prépas scientifiques. Ok. Donc, ils ont des épreuves spécifiques de maths. Et je crois que le M Lyon a copié le même modèle il y a quelques années. Donc ça, c'est le M et l'EDEC qui sont, on va dire, sur un recrutement voilà, un peu différent. Et sinon, il y a tout le reste qui arrive avec le tâche 2. Ouais. Voilà. Ok. Schema, les écrits comme Neoma, Cage, etc. Voilà, qui ont l'équivalent de tâche mage. Mais donc, du coup, voilà. Donc, tu estimes que tu n'as pas été suffisamment informé. Ouais. Mais même peut-être pas pour autant que j'aurais fait Made in. Parce que je trouve que l'IAE, c'est mieux, quand même, en termes de formation. Parce qu'il n'y a du que coup- les mecs qui ont des bonnes notes qui Ouais. arrivent à intégrer, quand même. Et si on fait le match? Bon, je pense que lui ne sera pas très concerné par ce match. Ça peut se jouer entre vous deux. Mhm. Donc vous avez intégré à vos écoles cette année, après une L3. Ouais. Donc vous avez un an de décalage, ou parfois vous êtes aligné avec vos copains qui ont QB. Ah non, moi j'ai pas d'année de décalage du coup. On n'a pas d'année de décalage? Bah si, on arrive en M1. Oui, mais je sais que les 2004. non, je parle de l'année de réussite, l'année d'intégration. Ouais.
Là, je suis avec les Non, mais 2004. t'as des copains qui ont intégré l'année d'avant, parce qu'ils étaient en bac plus 2, ceux qui ont fait une prépa. Oui, mais là, tu te retrouves dans la même année que du Ouais. coup. Non, je parle de l'année où ils ont intégré. Ok. Non, mais je veux dire. En gros, l'année où j'ai intégré, c'était en pré-master. Moi, j'étais en L3 Non, à SAS. en fait, quand je parle de décalage, je parle pas de la promo, etc. Je parle juste de l'année de réussite. Chronologiquement. Non, juste la réussite du concours. Puisque pour moi, le vrai événement, c'est pas tant l'année, ce que vous sortez pas toujours aux mêmes années. C'est l'année où Je comprends vous. Non, mais c'est l'année où vous intégrez une école, quoi, concrètement. Donc cette année. Non, parce qu'il y en a qui ont intégré l'année d'avant. Non, mais j'ai précisé mon propos. Non, ce que je veux dire, c'est que parmi tous les gens que tu as connus qui ont fait une prépa, Ouais. tout le monde a ses résultats. Soit ils ont Ouais. intégré en carré, ils ont intégré un an avant toi, Ouais. soit ils ont cubé, ils intègrent cette année, bon, Ouais. décalé avec toi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est en position maintenant de refaire le match. Si vous comparez vos performances en AST par rapport à des gens qui peut-être avaient vos niveaux proches au lycée, rétrospectivement, vous dites que ça en valait la peine, ou peut-être que vous auriez dit peut-être qu'une prépa ça aurait été mieux. Comment vous je voyez regrette le pas truc? une seule seconde d'avoir fait la fac. Ah oui, c'est clair. Mais pas une seule seconde. Tu te dis pas que par exemple il y a des gens qui ont peut-être fait une prépa, qui ont. Comment tu Franchement, vois moi, les choses mecs qui étaient en prépa à cette époque-là, J'ai jamais dit putain, mais lui il était pas bon, attends, il a eu l'ESSEC, il a eu le CP. non, parce que les mecs. En ASC ou en. Moi je parle des gens qui ont fait prépa, là je fais le match. Parce que moi, les gens qui ont fait prépa que je connais, c'est que des mecs qui étaient hyper intelligents et qui ont fait des bonnes prépas. Comme j'étais chez les maristes, il y avait des. Donc il n'y a aucune surprise quoi, il n'y a pas un outsider. Pour moi, non, il n'y a pas. qui était, Si, il y a un mec que j'ai rencontré à l'EDEC qui a fait la prépa des minimes. Ouais. Et c'est très dur de faire la prépa des minimes et d'avoir l'EDEC. Ok. Donc il y a eu un mec. Ouais. Mais sinon, en termes de cursus, je regrette pas une seule seconde. Moi, quand j'étais en vacances, eux, ils travaillaient, tu vois. Ouais. Donc en fait, et on se retrouve au même endroit. Donc peut-être que c'est beaucoup plus stimulant de faire 2 ans de prépa, mais moi, je regrette pas. Je pense Voilà. que ça dépend des études que tu as faites. Je sais pas. Enfin, C'est pour ça que toi je t'ai pas trop posé la question parce que Ouais. tu étais en droit. Tu vois, les cursus en économie-gestion sont un peu plus proches des prépas ECG. Et du coup, toi dans ton cas. Bah, il y a plusieurs points. En fait, tu as le point si on parle en termes de réussite. Moi, de mes amis, personne n'a eu le SCP ou l'ESSEC à part en cube. Ok, déjà. Donc, il y a déjà une année perdue. Ah ouais, non, moi j'en ai eu, par contre. Moi, il y en avait de mon lycée, mais alors c'était Mais c'est des, bizarre, c'était t'es à des Saint-Jean, bêtes. il y a des gens qui intègrent HEC, non enfin, Bah, c'était des gens qui c'était vraiment des bêtes et tu vois, ils étaient à Stan, Ginette. Je parle si tu fais une prépa qui est quand même relativement normale, parce que tout le monde peut avoir Stan ou Ginette, et même ceux qui ont eu qui étaient à Grandchamp, etc., ils ont eu l'EDEC, voire max le SCP, mais l'ESSEC en carré, personne. Moi, j'en ai. Autour de moi, j'en Ok. ai. Ouais. J'ai un mec qui j'étais pote au lycée qui a eu HEC. Bah, J'en ai. bravo. Mais après, c'est des mecs qui ont fait la prépa des maristes, qui est une bonne prépa, je crois. Donc Ah Ok. ouais. voilà. Et sinon, j'en connais aussi qui ont fait. Non, moi, franchement, je pense que pour intégrer le top 3, la voie royale, ça reste la prépa. Enfin, si t'en as une bonne. ouais, c'est ça. Mais, Et qu'est-ce qu'on entend par enfin oui, la voie réelle, c'est la prépa, mais là, je parle en termes de réussite. Pour moi, t'as plus de chances d'avoir une top 3 Ah, moi, je suis plus d'accord avec ça. vraiment. si, Ah ouais si tu fais une prépa. Dans ce que je vois autour de moi, c'est un peu ça. Par contre, pour avoir l'EM et les decks, pour moi, il n'y a aucun sujet. C'est AST direct. Là où je suis pas d'accord non plus, hein, je suis plutôt d'accord avec toi. Je Ouais. pense que. Ok. Et si on prend le cas très particulier d'HEC HEC, je pense que HEC prépa, ouais. Ah ouais, oui. prépa. Ah, je sais. Ça, Bon, c'est c'est bon, il y a un Mais consensus sur HEC, on le HEC. met, il est pas, on l'aime pas. On ne peut pas parler de lui. Et c'est que SCP, je pense que tu peux très bien l'avoir. Enfin, tu peux l'avoir autant après une prépa qu'après AST. Quand t'es parisien, c'est plus simple. Parce que tu viens de fac parisienne. Toi, t'as fait Assas, par exemple. Ouais. Quand tu viens de Lyon ou d'une autre école, en fait, t'as 5% de place allouée à tout sauf Paris dans les facs parisiennes. Donc Ok. moi, dans mon cas, par exemple, avoir Assas, Sorbonne, un truc comme ça, quand Ouais, tu c'est viens de Lyon, Mais en c'est fait, de toute impossible. façon, le débat, c'est pas prépa ou fac, c'est si t'as telle prépa ou telle fac. Je veux dire, si t'as une prépa parisienne et pas une université parisienne, bon, bah là, tu vas en prépa. Mais par contre, si t'as une prépa qui est moyenne, comme ce qu'on a eu, VS une fac comme Assas, bah là, faut aller à Assas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Bon, du Le coup, débat, si je c'est pas résume, noir ou blanc. Ouais, quelqu'un mais- qui est pris Ouais, selon toi en ouais. ECG à Stan et au CMI à Assas, tous les jours il va à Stan. Bah, s'il est fait pour une prépa, tu vois. Oui. Ça dépend. Non, de- mais si j'essaie de suivre ton raisonnement. Bah... Parce que j'ai vu aussi des gens qui sont à la Stan de mon lycée, ils ont cubé. Oui, mais ils ont réussi à la fin. Oui, à la fin, in fine, Ouais. mais après 3 ans de prépa. Donc en fait, moi, j'ai 1 an d'avance sur eux, tu vois. Hmm. Et derrière, moi, je suis partie à l'étranger, j'ai fait des voyages, j'ai fait des trucs Erasmus, De j'ai découvert la vie l'associatif aussi. associative. Enfin, je pense pas qu'on perde du temps, au contraire, en étant des AST, tu vois. Hmm. Et Ah non, ça franch- c'est sûr. et même, enfin,
le SCP et toutes ces écoles qu'on fait, etc., sont géniales. Mais la qualité des cours, pas se mentir, c'est pas non plus. C'est des bons cours, mais pour des gens qui font 3 ans de prépa avec des cours qui sont excellents et qui s'enferment toute la journée dans des bouquins et qui ont des profs qui sont passionnants, je pense qu'il y en a plein qui sont hyper déçus de l'école. Je pense que, peut-être déçu, oui, mais je pense que tout le monde sait à quoi s'attendre. Hein. Tu sais que tu intègres l'école. Tu sais à quoi t'attendre, mais quand tu rentres vraiment dans la prépa. Magie, quoi. Oui, mais je pense que tu réalises vraiment quand t'es dans l'école, tu vois. Ouais, je pense, après, une fois que tu fais l'école, t'es rentré et l'idée, c'est juste d'en profiter. Oui, t'as eu ton C'est but. ça, l'idée, ouais. Pour les prépas, en tout cas, ce que je vois, c'est le mood. Et la perception, du coup, dans l'autre sens? Vous avez pas eu des commentaires des personnes qui ont fait prépa par rapport à l'AST? J'ai eu un petit truc à une soirée et tout, c'était assez marrant. Ouais. C'était un mec et tout, il disait non mais vous les AST par rapport au PGE. Et là je lui ai dit mais on est tous en PGE parce que PGE c'est programme grande école. Oui. Oui, bah oui en plus. Et lui il disait genre PGE égale prépa, programme grande école égale prépa, Okay. et AST égale je ne sais pas quoi. Du coup il disait les AST et les PGE. J'étais ouais bah ok. Et puis après j'ai dit ouais mais tu sais que nous aussi on est en PGE. Il dit oui mais bon c'est pas pareil quand même. Je dis si, c'est pareil, tu vois. Et genre, non, mais en vrai, il était pas méchant, hein, mais il était genre en mode, c'est pas pareil. Il me dit, non, mais par exemple. Il était à l'ESSEC aussi? Oui, il était à l'ESSEC. Okay. Et il dit, c'est le seul prépa à qui j'ai parlé. Et sinon, j'ai parlé qu'avec des AST, parce que là, on était vachement entre nous pour les rentrées et tout. Et il me dit, mais toi, par exemple, t'as fait quoi avant? Mais je sens qu'il. Tu sais, il me dit, oui, bon, bah voilà. Nous, ils nous appellent les AST, hein, et vous, les AST. Ah ouais? Ah oui. C'est dingue. Ah ouais? Et hier, j'étais en travail de groupe. Pour le coup, je pense que la question du mec était vraiment pas méchante. Mais là, quand je voulais dire, vous allez dire, voilà, il a dit, mais vous, les AST, sans être méchant du tout, hein, mais ça vous fait quoi de vous dire que vous pouvez pas avoir d'assaut? Mais je pense que lui, il était vraiment intéressé. Pour le coup, sa question n'était pas méchante, mais je pense que t'en as plein qui se disent, mais les pauvres, ils peuvent pas avoir d'assaut. Parce qu'à l'ESCP, tu peux pas avoir d'assaut en tant que AST. Sur le papier, oui, mais en vrai, non. Ouais, pareil à l'ESSEC. En fait, il n'y a que à l'EM, de ce que j'ai entendu. Les decks aussi. Ah ouais, les decks, ouais. parce qu'on m'a dit que les decks c'était mort aussi. Ah, mais pas du tout. Ah non, les decks, Ah ouais, tout le monde en a. Bon, Limite, si t'as d'ailleurs, pas d'assaut, c'est Je chaud. vais vous dire un T'as truc. listé cette année, du coup, là? Il n'y a pas de liste à l'EDEC. Ah, c'est des tours maintenant. En fait, Ouais. ils ont enlevé les listes parce qu'il y avait trop d'excès. Et maintenant, tu as un premier tour où tu fais un entretien avec l'asso. Une asso d'AST. Donc, tu en choisis. Moi, j'en ai mis 7, tu vois. Mhm. Ensuite, ils te prennent ou pas. Mhm. Et entre-temps, il y a plein de soirées pour lesquelles il faut postuler pour être pris, etc. Ils regardent un peu si tu as postulé aux soirées, si tu as fait un bon entretien. Ils te gardent pour le deuxième tour. Toi, à l'inverse, tu choisis aussi qui tu gardes au deuxième tour. Donc 2 ou 3 assos. Tu passes des entretiens avec les pôles. Et après, ils te disent s'ils te prennent ou pas. Et généralement, tu as un peu le choix. Si tu as bien fait tes trucs, tu as un peu le choix entre 2 assos. C'est un Y peu a pas comme de la liste. SAS, non? Le système, là. Ouais, exactement. Par Toi, t'as contre- une asso du coup? Pas encore. Là, Ok. j'ai fini le premier tour des entretiens. T'as fait lesquels? J'en ai fait beaucoup. J'ai fait les assos sport. Ski, Genre rugby. ski, tennis, raid, les surf. J'ai fait quoi d'autre? 5e set. Ouais, 5e set, j'ai passé le week-end entier avec eux. Ah, ok. T'as peut-être des potes là-bas? C'est quand même rigolo de faire une asso de ski. À l'EDEC? Tu quittes Lyon pour faire une association de ski à l'EDEC, quoi. Bah, tu sais qu'il y a la moitié Ça, des c'est mecs fun, qui sont dans c'est l'assaut de fun. ski, ils ont jamais skié de leur vie. Hein. Mais oui, tu sais Ok. que Ouais, vraiment, mais c'est juste une- C'est juste un prétexte pour être avec Oui, pour un groupe créer de une personnes, asso. en fait, Ouais. et organiser un événement. c'est comme pareil, la boule, voilà, La l'assaut de boule, mon frère, il pétanque. était à la boule, bon. Ah, T'aurais ça, c'est la T'aurais boule. t'aurais pu dire le défi. Pourquoi t'as pris l'exemple de la boule? Non, mais parce que le défi, Pour à la les limite, sports. t'as quand même la voile, t'as un Ça veut événement. dire quoi le défi? Nous, on est des gens sérieux, on Non, fait mais des non, mais vrais passionnés. on participe quand même à la speedofine, tu vois. Enfin, il y a quand même une histoire derrière le fait qu'on ait une asso de voile. Et tournoi de pétanque aussi. Ils hein, font des c'est- tournois de pétanque au Ah, voilà. Non, mais voilà, non, mais enfin, voilà, t'es pas recruté si tu sais pointer. Enfin, alors c'est. Oui. Non, par contre, à l'EDEC, j'ai pas vu du tout de ça. D'ailleurs, t'as un expert Ouais, dans c'est- Ouais, ta je sais. famille. Hein. Il a la boule, ouais, Arthur. Oui. Il a kiffé, hein. Il a kiffé de fou. Il était quand à la boule? Il y était. En 2018. Ouais, Ah quelque chose ouais. comme quoi- ça. c'est quoi L'année où il était à C'est prépa, une hein. asso à Assas de pétanque. Bah attends, il est Excellent. rentré à la Mais fac c'est une d'asso les en plus connues, alors que tout le monde va voir. 2015 et il a Je rejoint en comprends, L2, c'est donc marrant. 2016. Ah, 2016. Ah, donc il avait déjà terminé. Peut-être que je me trompe. Peut-être Bon, 2017. c'était à peu près ces périodes-là. Bon, en Mais tout même, cas, en fait, moi je rejoins un petit peu la même chose. En fait, le jour où j'ai compris que les membres, même de la boule, étaient très second degré dans leur approche de la pétanque, ça enlevait toute excuse. Bon, au bout d'un moment, si même toi tu. Bah oui. Oui. Parce que moi je disais que c'était un peu méchant que ce qu'on disait sur la boule, mais quand je compris que même eux étaient. Bon, ne faisaient pas non plus, mais très sportifs non plus. Mais ça- c'est comme le surf, tu organises un surf trip, il y a personne qui va surfer. Ah, pour le coup, le surf, je trouvais que c'était très sérieux, très impliqué. Non
Au final, quand tu rentres dans l'assaut... bon, En tout cas, physiquement, ils avaient tous l'air sportifs, quoi. C'était crédible, quoi. Je sais pas. J'ai toujours mis le surf, le défi et le ski dans les assos vraiment de gens qui font ça sérieusement, quoi. t'as de tout, en vrai. T'en as Ouais. pour le coup qui sont fans de voile, fans de surf, fans de voile, de ski. T'en as d'autres qui y vont juste pour boire le soir et voilà, quoi. Et la galinette. L'assaut de Tu chasse... peux en parler un peu parce que j'ai très peu de retours. Hein. C'est jamais écrit sur les CV. moi, j'en Il y a connaissais vraiment certains. un silence. Tu m'étonnes qu'ils Mais mettent pas personne ça n'en sur le parle. CV, tu Personne n'en m'étonnes. parle. Donc, j'avais identifié un groupe comme ça très discret à Prépaya Et à la galinette. qui assumait pas. C'est hyper drôle. Mais genre, j'ai jamais compris si c'était sérieux, si c'était. Ah si, c'est sérieux, hein. Je crois C'est- qu'ils font des c'est- trucs de ball trap et tout, des trucs qu'ils D'accord. organisent. Ouais. Je sais pas s'ils vont chasser ensemble, en tout cas. J'ai mais- cru comprendre que oui. Ah ouais? Ouais, c'est spécial. Hein. Les decks, ils ont un truc comme ça. Ah ouais aussi. Ça s'appelle Loi du Nord. Ouais. Ils font c'est juste des mecs bons vivants. Ils font des dîners où il y a des trucs à profusion et ils vont chasser. Pour de vrai. Ouais. Ah, ok. Ouais, c'est marrant. Et- Pourquoi, attends, j'ai l'impression que tu veux dire quelque chose sur la galinette. Non, c'est juste que en fait, c'est une asso. En fait, je suis en train de classer les assos sur est-ce que les gens y vont en mode ils sont passionnés par l'activité ou il y a d'autres raisons. Rejoindre un groupe. C'est plus tu rejoins un groupe Ouais. pour Ouais. faire des potes. Ouais. Tu veux te faire des potes, tu veux kiffer ta vie, tu veux faire des soirées. Tu vas appartenir à une vie associative, en fait, Ouais, c'est avant ça, tout. la Mais il y a une grande Tu veux faire transparence la tous les vie assos, mais j'avoue que cette asso, elle a toujours. En tout cas, elle est jamais sur les CV. En tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un mettre. Ça m'étonne pas. Après, t'as toujours des gens qui se prennent hyper. Enfin, tu vois, qui prennent le truc hyper au sérieux, tu vois, il en faut. Mais la plupart des assos, c'est juste pour te créer un groupe de potes avec qui tu passes des bons moments, quoi. Et puis tu sais généralement quel asso sort plus ou moins. Du coup, Oui, c'est si ça. t'es un grand fêtard, tu vas te mettre avec par exemple le ski, il y a les decks parce qu'ils sortent 5 fois par semaine. Mm. Ou si t'es un moins grand fêtard, tu vas prendre une asso un peu moins qui sort un peu moins. Hmm. C'est plus basé là-dessus que vraiment sur le projet. Et du coup, la pire asso à l'EDUC, selon toi, c'est laquelle? C'est la CCE, c'est l'enfer. Ah ouais? En fait, les mecs, en fait, Comme Ils sont la plus connue, quoi. Ouais, Ah, c'est eux. en fait, leur DA, c'est de tirer la gueule tout le temps. Gaffe, hein, t'as enregistré là. Ouais, mais moi, Franchement, franchement, j'ai du mal. Quoi. Leur DA, c'est vraiment les deuxièmes années, ils tirent la gueule. Quand tu vas leur demander, leur parler, limite ils te répondent pas, tu vois. Ils sont désagréables, quoi. Ils sont Non, mais autant c'est nonchalants. c'est fait et- exprès. En fait, ils font exprès. Je crois qu'il y a un Ah. proverbe iranien qui dit quand le singe ne peut pas attraper la banane, il dit qu'il n'aime pas la banane. Bah si, parce qu'ils sont Est-ce que dedans. t'as une frustration par rapport à Pas la du tout, CCE? parce que Non. moi, en fait, j'ai Et concrètement, un an quand- d'AST et je quand j'ai on pas est envie de ST, passer. on peut... non, c'est pas possible du Et tout. tu peux même pas l'intégrer en plus cet assaut quand t'es ST. Donc, Ah oui, donc. Ah, bah voilà. Parce qu'en fait, donc, c'est vous êtes quand même punis, vous aussi. c'est tellement Voilà, gros. ouais. C'est la seule assaut qu'on va pas rejoindre après. Ah ouais. Ouais, ah oui, ils sont hyper cool avec les AST, les decks. Alors, C'est nous, assez on dingue. nous dit on nous dit, pareil que toi, toutes les autres, mais bien sûr, vous êtes les bienvenus. Mais alors, il m'a fait trop rire le mec du ski à qui j'ai parlé, parce qu'il me dit, mais tu vois, par exemple, l'année dernière, on en a pris 0. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas de feeling. Mais l'année d'avant, on en a pris 2. Du coup, j'étais, ah oui, donc en fait, effectivement, on a autant notre place que les autres. Il me dit, te mets pas de limite. Même deux. Enfin, tu vois, Mais en vrai, le pire, c'est s'ils qu'il présentent disait ça. deux comme c'est le truc waouh, Mais bah. oui, c'est ça. Et il y a 2 ans en plus, même pas l'année dernière, il y a 2 ans, il y a eu 2. Ouais. Donc du coup, j'étais ok, mais apparemment il y a d'autres assos où c'est plus facile. Genre en mode par exemple toutes les assos qui sont pas genre BDS, ski. Un et truc tout. un peu plus corpo. Bah, plus- déjà, un peu les plus trucs pro. Plus pro, ça pareil qu'il y a moyen. Ou sinon des trucs genre par exemple Elixir, c'est l'asso de vin. Mm. Eux ils disent non, alors, pour le coup tout le monde vous dit que c'est pas le cas. Enfin, en tout cas après j'en sais rien, tu vois, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils disent mais nous voilà on a des AST machin, enfin il y a pas de souci. Le seul truc qui compte, c'est tout le monde aime le vin, quoi. Voilà. Enfin, Oui. je pense que ça dépend vraiment de ce que tu veux rejoindre. Pareil, il y a une asso qui s'appelle FLS, c'est genre Fashion and Luxury Society. Et en fait, c'est une asso qui n'est pas uniquement à l'ESSEC, elle est aussi, je crois, à HEC, elle est dans d'autres écoles en Europe, en France. Mhm. Et donc, eux, ils sont prêts à prendre tout le monde, machin. Enfin, Ok. je pense que ça dépend de ce que tu veux rejoindre. D'une manière générale, ESSEC, c'est très compliqué, apparemment, pour les ST, de ce qu'on entend. Mais pareil qu'il y a des petites exceptions. Non, mais je pense, mais. Mais bon. Ouais, oui, c'est pas aussi. Ça n'a rien à voir avec l'EM ou les decks. Rien à Ouais. voir. Moi, je ressens aucune séparation entre si t'es C'est trop AST bien, ou M1. Enfin, Nous, on est vraiment les AST. Si tu viens de prémaster. T'es une AST, genre. Prépa AST. Les deux teams, quoi. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas parlé au prépa, tu vois. Enfin, je veux dire, Ah ouais Ouais, non. Et pour le coup, C'est dingue ça. ils te considèrent comme une AST, mais ils sont Mais pour en le fait, coup on n'a très pas sympas. été- Hein. Non, non, mais on n'a pas été. En fait, on n'a pas été mélangés. Genre, c'est pas que j'ai pas voulu. Parce que tu t'es en vois. refresher aussi, là. Ouais, non, même pas. Non, mais en fait, c'est parce que la semaine dernière, enfin, nous, on a commencé là il y a 10 jours et on avait toutes les conférences de bienvenue. Là, la semaine dernière, on avait une semaine sur genre le climat, tout ça. Mm. Et on était en petit groupe.
d'AST de 15-20 à chaque fois dans des ateliers. Donc en fait, j'ai pas eu l'occasion vraiment de rencontrer des prépas sauf en soirée. Mais sauf qu'en fait, après en soirée, moi j'ai rencontré des AST pendant mes cours, donc je leur parlais à eux, Oui, qui oui. me présentent leurs potes AST aussi. Enfin bref, et ce qui fait que du coup, pendant les soirées, on s'est pas parlé, mais C'est un- c'est pas c'est un en mode peu- par. Oui, parce que t'as pas envie. Oui, c'est ça, genre je m'en fiche. Puis les AST, tu les vois de loin. d'AST prépa. Je trouve. Ça se voit direct qu'un mec qui est ST et un mec qui est pas ST. Bah, ça se voit surtout quelqu'un qui est en prépa. Ça se voit en fait. Moi vraiment, C'est quoi, c'est il y a charisme, des mecs, c'est- je suis allé vers eux. Je me disais, c'est sûrement des ST. Je vais leur parler. Mais t'as des Tous AST. T'as des ASTI. Aucune idée. J'en ai pas vu pour l'instant. D'accord, Ah ouais, t'en as non, pas, on tu a sens plein. qu'ils ont un accent italien, un accent espagnol. J'en ai vu aucun pour l'instant. Parce que nous, il Tes y cours, a ils sont que en ça. français, en Non, c'est anglais. tous en anglais. Ok, mais tu l'entends normalement dans les accents, enfin tu sais, tu peux avoir des accents où tu te dis, ah bah ça c'est pas un accent genre français, tu vois. En fait, moi je sais pas. Je me dis ça doit être un international. Oui, bah voilà, c'est ça. Oui, mais STI. pas forcément. Enfin non, parce qu'il y a est-ce que les internationaux, les decks sont comptés comme des ASTI? Bah oui. Bah ouais. Oui, oui. Ah oui, bah alors il y en a plein. Oui, alors, Ah pardon. oui, ok, ok. Donc, Je pensais qu'il y avait les internationaux qui étaient en Je crois échange. qu'il y a beaucoup de Chinois et d'Indiens d'ailleurs, Oui, il y en a pas mal. ce que j'avais entendu. Il y a une composition un peu différente des ASTI à l'EDEC par rapport à ce qu'on peut voir à l'ESSEC ou à l'ECP. Ah ouais. De ce que j'ai entendu. Tout, hein, franchement. Bah, d'ailleurs, on en parlait, hein, tu disais qu'il y avait beaucoup de. Ah, mais nous, les Français, on est en minorité. Non, hein. mais c'est beaucoup d'Européens plutôt, ce que j'ai compris. T'as dit qu'il y a des Italiens. Ouais, mais t'as pas que des Européens, mais Hmm. ils sont en majorité. Ouais. Ok. Moi, j'ai- Et d'ailleurs, il y a une autre plein de- population dans les écoles, là, parce que bon, on parle beaucoup des AST prépa. Mhm. BBA. Voilà. C'est ça, on avait parlé des BBA. Alors, les BBA. Bon, J'ai- je pense que les bachelors ECP sont pas géographiquement au même endroit que vous. Tu en croises Ah oui, ou- si, moi j'en croise. Ah, y en a, Ouais, bah, d'accord. ceux qui sont localisés sur Paris, ils sont là. J'en ai croisé un, mais. D'accord, vous leur parlez, c'est. Ah, ils sont mignons. Moi je les croise pas, mais 17 par ans. contre, ouais, en fait, tu te retrouves sur un campus où tu dis, vas-y, ça fait 3 ans que je fais des études. Et là, en fait, t'as des 2007 qui arrivent. Ah ouais, mon En fait, petit frère, c'est en t'as 2007. t'as ouais. des mecs qui ont 3 ans de moins que toi et tu les vois au même endroit et tu te dis, mais c'est trop bizarre. Donc en fait, par contre, il y a une asso à l'EDEC où, même en tant que BBA, c'est mêlé BBA et PGE. Ah ouais C'est OJO, je sais pas C'est si vous énorme en connaissez. vrai. Non, je connais pas. Ou non, je crois que c'est le bureau des sports, c'est BDS. Et en gros, il y a une asso. J'étais hyper étonné quand j'ai entendu ça. Et Donc, t'as mais qui ont il y en quoi, a qui ont énormément. 6 ans Il y d'écart. en a du coup. énormément. Au-delà de la différence d'âge, On n'est pas du tout mêlés en fait. On C'est se vrai croise juste dans les couloirs. Ok. On est mêlés en rien. On n'a pas de cours en commun. Enfin, en tout cas, nous, je crois qu'on n'a rien en commun. On se croise parce que pour le coup, il y a tout le monde qui est sur le campus et tout le monde a cours à l'ESSEC Mhm. sur place. Mais ouais, non, si, j'en ai croisé en sport. Parce que tu sais, il y a le truc de sport et tout, j'en ai croisé. C'était trop marrant. Il y avait un mec. par rapport à la différence d'âge, tu veux J'ai dire 17 ans et demi. Toi, t'as quel âge là Moi, j'ai 25 ans. Ouais, c'est Ah ça. ouais. Donc, du coup, tu vois, genre, c'était trop drôle. Le mec, il a dit, salut, je m'appelle Antoine, j'ai 17 ans, bientôt 18. Et je suis en première année de BBA. Et toi, j'étais genre. Ah, moi, j'ai 25 ans, j'aurais dans une start-up. Il me dit, ah, mais tu 1900. J'étais, non, bah attends, là, c'est chaud, genre une 1900, ça se dit pas une 1900. Il me dit, bah oui, mais vous dites bien qu'on est des 2000. Je fais, oui, enfin, c'est pas exactement pareil, quoi. Donc j'étais Je genre. sais, une 99. 1900. Oui, non, enfin, ça va, enfin, merde. Une 1900. Non, Franchement, t'es j'étais vieille, choquée. t'es vieille. J'étais choquée. Et mais ils sont gentils, ils sont mignons là. Ils avaient leur truc là dans le patio, des assos qui se présentaient, des grosses mascottes qui arrivent. Enfin, genre c'est la teuf pour les BBA. Hein. Ils vont passer 4 ans de teuf. Mhm. Le, Ça va le, être bi- sympa. le BBA où tu fais 4 destinations, c'est lequel? C'est ESSEC ou SCP? SCP, t'en fais Ouais, 3. SCP. Ouais. 3. Il y a, Mais il y a eux, beaucoup de. J'ai croisé peut-être 7 ou 8 personnes qui venaient du BBA SCP les decks là. Ah En ouais. Mais PG. attends, mais PGE. parce que moi, on m'a dit que tu Mais pouvais il y en a à la pas. prépa. Mais c'est tout nouveau. Il y en a, C'est une bonne remarque. il y en a à la prépa. C'est une meuf qui s'appelle Parce que- Héloïse. Je lui ai. Non, mais ensuite- c'est- Moi, mes potes Non, qui mais ont fait c'est- ça, c'est- ils pouvaient pas intégrer c'est les nouveau. mimes de l'ESSEC et le SCP. Ouais, C'est mais tout nouveau. En fait, Ils il y ont a. avoir eu genre 18 de moyenne pendant toutes leurs années. Non, Non, mais mais ils en fait, pouvaient pas, non. ils pouvaient que faire les Master Sp. Non, il y a une petite subtilité en fait. C'était une règle très bizarre de l'EDEC. La règle de l'EDEC, c'était avant, pour être éligible, il fallait une licence obtenue en 3 ans ou un bachelor obtenu en 4 ans. C'était vraiment bizarre. Donc en effet, les gens qui n'avaient pas de grade de licence, en fait, ne pouvaient pas. Donc un BBA, c'était BBA 4 ans, et les bachelors, les rares bachelors en 3 ans qui existaient n'étaient pas éligibles. Le SCP n'était pas éligible à l'EDEC pendant quelques années. Mais il est toujours pas éligible pour l'ESSEC et le SCP. Hein. Alors, le SCP est devenu éligible à l'EDEC parce que l'EDEC a changé. Maintenant, ils sont en grade de licence et non pas en diplôme de licence. Oui, C'est donc ils subtil, sont mais que c'est bon. éligibles à l'EDEC. Euh, Mais les autres écoles, mes potes qui ont ça, qui ont des dossiers excellents, ils pouvaient pas prétendre il le faut, mime, mais alors, il faut que les distinguer deux Master choses. Sp. L'éligibilité de la faisabilité réelle. Dans les faits, le bachelor ECP, il est éligible partout. Il est éligible à HEC, il est éligible à l'ESSEC. Oui, il est mais ils éligible- prennent pas. Oui.
Mais avant, c'était juste pas possible. Avant, tu voulais mettre un dossier de CP à l'EDEC, c'était refusé, Ok. remboursé. Mais in fine, Mais d'ailleurs, moi, je préfère parfois que les écoles définissent des conditions d'éligibilité plus strictes, plutôt que d'être très large, parce qu'aujourd'hui, les SEC, c'est ultra large. Même sans grade de licence, on peut postuler à l'ESSEC, c'est juste qu'il n'y a juste aucune chance d'être pris. Ah ouais. Oui, il faut un bac plus 3 maintenant à l'ESSEC. Ah oui, non, mais t'as plus besoin du M1. Pour Oui, le mais même le grade de licence, c'était pas obligatoire. Ah bon? Limite, C'est à l'ESSEC partir de est. la L3, ils disent quand même. En fait, il faut distinguer deux choses. En fait, en termes de niveau de reconnaissance, tu as le diplôme de licence, le grade de licence, et tu as aussi plein de bachelors qui n'ont pas de grade de licence. Enfin, les gens, ils ont un bachelor, vous connaissez les gens, ils ont un bachelor, mais... Ouais. Ah, donc 2 ans plus 1, en gros, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Tout diplôme reconnu par l'État, bac plus 3, est théoriquement éligible à l'ESSEC. Oui, mais si t'as fait un oui, diplôme voilà, en c'est 2 ans plus 1 an que t'as pas fini, par exemple. Ah oui, mais ça passe aussi. Donc ça passe. Oui, c'est comme le M1. Le M1, ça n'a jamais été un diplôme, mais l'ESSEC te demandait d'avoir un M1, même si personne n'avait de papier avec un diplôme de M1. Non, mais en fait, il faut bien distinguer les choses. Ce qui est écrit sur le papier... mais l'EDEC avait une particularité, c'est que l'EDEC était très très strict en fait sur les diplômes qu'ils acceptaient. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais les règles se sont assouplies. Et ben oui, un bachelor ECP n'est pas rentré. Alors pas facilement parce que il y a quand même une problématique avec les bachelors pour toutes les écoles. C'est très compliqué pour un bachelor d'entrer en école en PGE. Et la raison elle est simple, c'est que les écoles cherchent elles-mêmes à protéger leur bachelor et leur PGE. Quand les écoles vont démarcher, parce qu'elles le font, les écoles vont pas démarcher pour les PGE, mais peut-être que vous avez connu ça, les écoles les démarchent pour leur BBA. Les sexes se déplacent, il y a beaucoup de gens qui prennent connaissance des BBA. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'était ambiance prépa plutôt. On va jamais voir ça pour un PGE, enfin, j'imagine mal HEC se déplacer pour venir intégrer notre super PGE. C'est clair. Non, mais pour les BBA, ça existe. Et quand les écoles vendent leur BBA, entre guillemets, soit quand elles se déplacent, soit quand les gens se renseignent, vendent les BBA comme des diplômes qui permettent d'aller bosser. Si le discours devient oui, après le BBA, il faut repayer un PGE complet, la question qui m'est derrière, mais pourquoi je fais un BBA? Je fais une licence et c'est plus simple. Du coup, les écoles font attention à plus orienter les BBA vers des masters spécialisés que sur des programmes grande école. Ok. Et le problème, c'est que je prends un exemple concret. Si l'ESSEC, qui prend peut-être 1 ou 2 BBA par an, ferme la porte à ses propres étudiants, c'est pas pour les prendre des étudiants de l'ESCP ou prendre des étudiants de Néoma, quoi. Oui, c'est clair. Les gens de l'ESSEC, ils diraient, bon, vous foutez de notre gueule, quoi. On a envie de faire votre PGE. J'ai 16 de moyenne, j'ai 700 GMAT, j'ai 400 en TAGE. Vous me prenez pas, mais vous allez prendre un mec qui est en BBA à Néoma, vous foutez de ma gueule. Ouais. Mais il Donc, faut en quoi fait, du coup alors après? Faut bah, une master spé. Master Spé où ils vont bosser. Hein. Bosser, mais où? Ouais, oui, non, enfin, ils sont Non, pas pris. c'est impossible. Moi, mon cousin qui a fait le BBA de l'EDEC, après il a fait l'IFM. Ouais, pour la mode, ils font quoi. pas des minimes quoi. Ah oui, bon, voilà, bah, Autre c'est... chose, quoi. Enfin, il a enchaîné sur un master prestigieux, donc c'est comme s'il avait fait un PGE. Ou alors tu fais un master type mime à l'étranger, genre à l'IE ou Ouais. Connie. En fait, c'est compliqué pour les bachelors parce que, bon, bah déjà, PGE, c'est compliqué. Et puis même, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que, en fait, moi, ma vraie vision des choses, je trouve que c'est peut-être une erreur d'avoir apporté le BBA en France. Parce que le PGE est déjà une sorte de BBA, de mon point de vue. En vrai, C'est une formation les mêmes matières. généraliste. Oui, c'est les mêmes matières. Mais c'est pour ça qu'ils les prennent pas. Parce qu'ils Mais en leur fait, disent, oui, vous allez c'est pas ça. Et en refaire fait, le on fait matin. cohabiter deux trucs, en fait, parce que Oui, mais regarde ceux qui ont fait l'IE, Ouais. ils sont tous admis à l'ESSEC et à l'ECP, ils ont tous déjà fait les cours qu'on a, Oui, Ouais. c'est clair. tu vois. Donc en fait. Bah, même moi aussi. Hein. Enfin, nous aussi. Je Oui, les ai déjà fait. moi comme c'était en français, c'était quand même. C'est pas exactement la même chose, mais. Mais les écoles, ça les gêne pas. Par exemple, un BBA de IE Madrid, ça gêne pas parce que Mais ça... pourquoi C'est pas la même chose quand tu viens de la fac aussi. parce C'est que pour la l'exemple que j'ai fac, c'est expliqué. plus Parce qu'en théorique. fait, il y a un problème dans leur gestion interne. Parce que si elles prennent pas les gens de leur propre BBA, prendre un BBA d'une Oui. école concurrente, c'est problématique. Par contre, si Madrid, c'est une école à l'étranger, enfin, je veux dire, elles s'en foutent, quoi. Oui, ok. C'est limite valorisant pour Mais elles, ils quoi. ont le même problème que les BBA français d'avoir déjà fait le programme. Ouais, C'est ça le oui. problème. Alors, Ah je pense oui. que ça, c'est le dernier des problèmes. Alors ça, c'est Ouais. l'excuse qu'on donne parce qu'elle est plus facile à placer. Ouais, mais c'est injuste. C'est plus facile pour une école de hyper dire oui, injuste. vous avez déjà vu le programme, que de dire bon, vous foutez un peu la merde dans notre façon de gérer nos programmes et dans notre business, parce que c'est plus un problème de business qu'un problème de pédagogie. C'est un problème de business, il y a un enjeu de crédibilité en fait autour des programmes qu'elles vendent. Mais c'est pas du tout un enjeu pédagogique, quoi. Les écoles, que les gens refassent le programme, ça n'a jamais été... Puis même dans certains cas, il y a des gens qui font des programmes en gestion, il y a plein de matières qui sont revues aussi. Hein. Toi, je sais pas comment tu le ressens, mais je pense qu'à l'ESCP, il y a des matières quand même que... Non, pour l'instant, ça va en vrai. Parce que je sais pas si... Ah oui, parce que toi, tu étais au CMI aussi. Enfin, je suppose que tu as fait de la À compta. part t'as un fait- cours de finance où là, pour le coup, je Ouais. sens que j'ai déjà vu. Ouais. Mais tous les trucs genre de
RH, de data, de trucs et tout, c'est un peu différent. Tu vois, avant, je faisais plus de la macro, de la micro, des stats, des maths. Et là, c'est plus business quand même. C'est plus Après- théorique aussi, non À la fac. Enfin, c'est plus théorique, tu vois, c'est pas exactement la Après, même l'avantage chose. de l'ESSEC et de l'ESCP, c'est que vous, dès le 2e semestre, vous avez la possibilité de Moi, vous je me suis spécialiser. spécialisée Ouais. là. Donc, C'est cool ça. Ouais. Ouais, ça fonctionne par trimestre même, donc c'est tous les 3 mois tu peux changer, enfin tu choisis ce que tu fais. Et moi, c'est vrai qu'à l'EDEC, semestre. vous avez un fonctionnement peut-être plus proche de celui d'HEC, par exemple, avec une spécialisation. Enfin, c'est la 2e année qui est une spécialisation. Ou alors, Vous avez pas cette possibilité de prendre des spécialisations à droite à gauche comme les gens de l'ESSEC et de bah, l'ESCP. il y a un truc qui est bien spécial avec le programme finance à Nice. Ah ouais, mais Mais là, c'est sinon, encore. tout le monde a c'est les mêmes encore- c'est matières encore pendant autre 2 chose. ans. Non. En fait, là, donc il y a les business management et ceux qui ont choisi finance à Nice. Ok. Et dans les business management, après, tu as des MSC. Tu prends celui que tu veux. C'est En quoi, fonction de tes MSC? notes. MSC, c'est Master Spé. Je Ok. pense que c'est ce que vous appelez Master Spé. En M2 du coup. En M2. Ok. Ou alors, tu pars à l'étranger. D'ailleurs, les MSI dont tu parles, Mhm. c'est les mêmes que les MSI accessibles aux gens de l'extérieur. Ça, j'ai pas d'opinion. Je sais pas. Parce que moi, il me semble que les C'est decks- possible, ouais. Parce C'est que possible. à Schema, il y a ce système-là aussi qui est vachement cool. À Schema, par exemple, il y a des spécialisations en Master 2. Mais Schema donne aussi la possibilité aux gens qui ont fait la première année du PGE, le M1, de prendre n'importe quel MSI, ouvert aux extérieurs, Mhm. et de quand même être diplômé du PGE à la fin. Je En pense fait, que ce ça qui doit les être comme ça. distingue, ce qui les distingue, c'est le fait d'avoir ou pas fait la première année de PGE. Enfin, de master en PGE. Je pense que ça marche comme ça, les decks. Bah, c'est pas mal, c'est un excellent choix. Après, le problème, c'est que ça diffère un peu le truc. Ça veut dire que tu as quand même une année de tronc commun complète, quoi, finalement. Oui. Parce que là, pour ceux qui partent Oui, en oui. alternance, du coup, t'as T'as des électives, mais c'est des matières. C'est Ouais. très. C'est un petit truc, quoi. Donc, t'es obligé de faire marketing, RH, tout ça, quoi. Ouais. Mais ça va quand même, c'est pas trop. Bah, c'est pas mon truc. Ouais. Mais je pense que Nice, je l'aurais pas eu. Et il n'y a pas de vie associative à Nice. Et là, je m'éclate en vie associative. Donc, je regrette pas. Pourquoi tu penses que t'aurais pas eu Nice? Parce que je pense pas que j'étais assez bien classé dans les trucs d'admission. J'étais 200e, je crois. Mais il me semble que la décision d'être pris à Nice, elle est basée sur le dossier et pas sur le classement. Ah, bah. Mais t'as pas demandé du tout? En fait, j'en avais parlé avec toi. Je t'avais appelé pour ça. Ouais. Tu m'avais dit, si tu veux faire de la finance d'entreprise, en fait, c'est exactement la même chose d'aller à Nice que d'aller à Lille. Ouais. Parce qu'en fait, là, du coup, le MSC compta finance, tu vas le faire à Lille en M2. À Nice, pardon. Tu vas le faire à Nice en M2. Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Ou pas. Ou pas. T'es même pas forcément obligé. Je En vois des fait, gens, il y a une grosse confusion, je trouve, autour du master finance à Nice. Moi, je suis pas du tout pour le master finance de Nice. Et ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les AST. En fait, bon, aujourd'hui, ce qui est à la cote, bon, ça change un peu, mais maintenant, ce qui est à la cote, c'est plutôt la finance d'entreprise. Moi, j'ai connu une époque où, quand les gens parlaient de finance, ils parlaient uniquement de finance de marché. Ouais. Tout le monde voulait être trader, sales, etc. Et c'est vrai que l'EDEC a beaucoup surfé sur cette tendance-là. Ouais, bah Nice, c'est pour finance de marché. Et à la base. Non, il y a aussi un cursus en finance d'entreprise. c'est Ouais, mais peut-être ça te différencie vraiment de Lille si tu veux faire de la finance de marché. Sinon, il n'y a Non, mais pas une grande historiquement, il faut bien différence. comprendre que finance à Nice, c'était la finance de marché. Parce qu'il y a une époque où. C'est récent, la hype autour du M&A. Enfin, moi, à mon Ouais. époque, c'était un truc. Les gens parlaient. Finance, c'était la finance de marché. Et les decks, ils ont fait un calcul qui était très intelligent. Donc, les decks ont ouvert un cursus spécifique sur la finance de marché à Nice et l'a fortement alimenté avec des gens bons en maths, d'où le recrutement des AST1 en prépa scientifique. Donc, Ok. au-delà des profils type, ce que tu voulais faire, un maths approfondi, ce qu'on appelait ECS avant, donc il y avait ECS qui avait des bons profils en maths, et ils pompaient aussi plein de gens très bons en maths qu'ils orientaient massivement sur la filière Nice. Et en fait, à Nice, ils ont créé des profils un petit peu hybrides, des gens beaucoup moins matheux que des ingés, mais un peu plus matheux que des profils en école de co. Mais l'envers du décor, c'est quoi? C'est que finance de marché, tous les postes se valent pas. Et dans les faits, c'était plutôt des postes orientés risque. C'est pas des gens qui étaient en front office. Ouais. Et j'en avais parlé avec la DRH d'une grande banque. Là, on avait eu ses enfants à la prépa. Et je lui ai demandé si, de son point de vue, il y avait une différence, par exemple, entre faire Nice et faire Lille pour entrer dans cette grande banque française. Elle m'a dit aucune différence, sauf pour les profils risques. C'est pas les mieux payés, mais il y a une compétence en fait. C'est le profil, il y avait vraiment
un crédit supplémentaire accordé aux gens de Nice par rapport à ça. Mais Ouais, c'est lié au fait que Nice, pense historiquement, que- fournissait ces profils-là. Mais maintenant qu'il y a une nouvelle tendance, c'est qu'on est plus sur la finance d'entreprise. Donc forcément, le cursus à Nice s'est adapté et propose maintenant aussi un parcours en finance d'entreprise. Mm. Mais, Et que je peux faire du coup. Ouais, en M2. mais t'es même pas obligé parce que Ouais, au carrément. final, tu sais c'est quoi le gros problème? C'est que quand tu iras en césure, tu seras pas encore en spécialisation. Donc ta césure elle va être faite sur la base de ton cursus en business management. Bah oui, carrément. Donc en Une fait, boîte qui va t'accepter en césure, elle s'en fiche. Mais en fait. justement, c'est après ton stage, tu sais ce que t'aimes et tu te spécialises. Mais la vie est très injuste parce que au final, ce qui compte c'est surtout les stages. Entre un mec qui a fait de très bons stages en césure et qui retourne faire la fête à Lille, et le type qui a fait des stages alors éclatés. après, en M2, t'es plus en asso, donc tu fais beaucoup moins la fête. Donc c'est pour ça que c'est un peu cool d'aller à Nice, parce qu'en fait, même à Lille, tu te fais un peu chier. Bon, tu peux garder tes potes quand même. Non, mais tu peux garder tes potes, mais Surtout qu'il n'y a pas que les decks, tu peux avoir des potes, je sais pas. carrément, non, mais carrément, t'as des potes, mais t'es plus en asso. Tu Mm. peux quand même continuer à faire la fête, mais t'es plus en asso. Non mais je te donne un cas très, très particulier, regarde. Tu prends un mec qui a fait une super césure. Mm. Il a pas envie d'aller à Nice pour plein de raisons, il veut rester à Lille. Ah, mais y a pas de. C'est pareil. Tu penses qui a le plus de chance sur le marché du travail? Le mec qui a fait une super césure, qui a enchaîné un stage en M&A, un stage en PE, et qui retourne à Lille et qui fait un truc qui a rien à voir avec la finance? Ou le mec qui a commencé en contrôle de G au Club Med, qui a enchaîné son stage en audit dans une petite boîte, et qui fait sa super spé finance à Nice en deuxième année? Y a pas de débat. Et c'est la grande injustice en fait. Il y a des types qui sont ultra déçus et frustrés parce qu'ils se rendent compte qu'à expérience équivalente, ils s'en sortent pas mieux sur le marché du travail après avoir fait Nice qu'après avoir fait Lille en fait. C'est exactement ce que tu m'avais dit quand je t'avais posé la question à l'époque. Et c'est un sujet parce que ce que les gens sous-estiment, c'est que c'est l'ambiance qui est à Nice. Donc effectivement, quand on a fait la fête, qu'on a fait la césure, etc., peut-être pour une deuxième année, c'est intéressant. Mais les gens qui font le cursus à 100%, et d'ailleurs, on en a quelques-uns, je crois qu'on en a au moins 2 là, dans l'équipe qui doivent passer en... J'ai hâte d'avoir leur avis sur la question. J'ai des retours parfois sur Nice qui sont très déprimants, quoi. Les gens, ils se disent, on s'emmerde. Alors ouais, après, il y a un truc qui est cool, c'est que pour le coup, t'es dans une vraie ambiance de travail. Les mecs, ils sont tous en mode stage, machin. Là, moi, il n'y a pas un seul mec qui m'a parlé stage depuis que je suis arrivé à l'EDEC, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. nous, ça parle de ça. hein. Il y a Ah ouais, les, il y a nous les, aussi, il y a hein. les, il y a les 2A c'est là. que Audi. Mais c'est bizarre, mais Finance, d'ailleurs, finance. mais dans vos promos là, vous êtes tous en Mais j'ai M1. l'impression de Ouais, on c'est aurait pas aimé. normal de pas avoir demandé. Mais déjà en summer, il y a Ouais, personne qui a commencé au summer là sur Non, pas en première année, souvent c'est les deuxièmes années. Au quoi? les summer Les internships. Les summers, faut Ah. être, faut graduate en 2026-2027. Donc Ouais. en fait, tu peux pas encore. Donc il y a personne qui Tu conduit. postules pas en gros pour la fin de ta première année d'école de commerce. Tu postules alors que tu as déjà fait un an. Non, mais théoriquement, vu que c'est un cursus en 2 ans, ce serait pas Je me impossible suis de. dit exactement la même chose. C'est mais, possible sur le papier. Théoriquement, mais mais c'est je crois juste, pas. ils vont pas te prendre quoi. Ouais. Ils vont pas te prendre les mecs. Donc en fait, il faudrait postuler dans un an pour nous. Voilà, c'est ça. Au début de notre césure. Donc C'est des stages techniquement, tu fais qui tes 2 durent césures et tu fais un pendant summer. l'été. Non, mais concrètement là, je vais prendre un cas très pratique. Mais- Genre, tu peux gagner 20 000 balles en. Mais en moi, on mois. m'a dit Mais qu'on qu'est-ce faisait qui ça en empêche fin un type de dire qu'il fait d'études. pas de césure à juste la pour fin de notre candidater à son M2. summer? Tu peux Il y aurait le droit théoriquement. De quoi? Comment, pardon Ouais. Parce qu'on en a qui postulent en première année de master, ça existe. C'est juste qu'ils disent qu'ils font pas de césure et ils expliquent à la banque qu'ils graduent. T'es pas obligé de faire une césure? Je comprends pas. En théorie, non. En fait, l'école te demande un certain nombre de mois d'expérience. Expérience Ah. Mais tu vois, Ah. par exemple, même Après, si t'en as est-ce eu que tu avant, par valorises exemple, plus t'es pas un- obligé Oui, par exemple, T'es toi. pas Pas obligé. Non, Oui, mais en fait, je veux dire, non, si vraiment quand tu même. forces un truc et que tu dis à une banque que tu candidates, en fait, Oui, je pourrais faire. tu peux rentrer dans les critères zéro stage. d'éligibilité d'un summer internship. Mais il y en a qui tentent, hein. Ça se Mais, tente. Ouais. alors, je vais te donner le type de profil qui tentent. Les gens qui ont déjà fait des bachelors, type IE ou Kings, etc., en business management, qui ont déjà un certain nombre d'expériences, en fait, ils arrivent en école en première année, ils tentent quand même, ils envoient les summers. Là. C'est vrai que vous, c'est différent parce que vous êtes beaucoup plus jeune, vous n'êtes pas expérimenté, donc vous aurez, je pense, quasiment aucune chance. Mais je te donne un exemple, Pas quelqu'un qui a beaucoup fait un plus bachelor. jeune. Toujours la vieille, moi, je suis toujours la vieille. Non mais t'inquiète pas, on va arriver à ton cas. C'est vrai qu'on parle beaucoup des deux pour l'instant parce qu'ils ont quand même beaucoup de points communs. Mais il n'y a pas des questions sur le. Non, mais si, mais j'ai de l'expérience du coup en Faut stratégie. dire si je- mes questions nous emmerdent. non, mais je me dis, peut-être que les gens, ils Ah, poser des questions. Et... Des questions pertinentes, non. Franchement, il y a eu Ok. 2 questions. Alors, j'ai rien contre, mais c'est pas trop dans la. On y reviendra là. Il y a une question, par exemple, très spécifique. En fait, quand je dis que c'est pas intéressant, c'est des questions qui sont pas forcément dans le fil de la discussion. Ok. Là, en particulier, on a 2 questions qui sont très précises. On y répondra, mais un peu plus tard. Non, donc je disais, oui, il y a des gens qui arrivent déjà très chargés en expérience dans les écoles, ce qui n'est pas votre cas sur ça. Et je te mets aussi un peu dans ces catégories parce que si on prend vraiment en termes d'expérience en lien avec les écoles de commerce, je pense que tu n'avais pas non plus. Non, j'ai de pas bagage, beaucoup quoi. d'expérience liée au truc de management, mais en fait, en réalité,
mon expérience en start-up et mon stage de fin d'études, c'était des stages en stratégie. Dans un domaine spécifique, certes, du marché de l'art, mais c'était quand même c'était ça. En gros, genre, j'ai parlé avec la copine de mon frère qui bosse Mais est-ce en que son cabinet. expérience que tu peux de transposer strat, selon toi pareil. directement? Ah oui, mais je faisais la Ouais. même chose qu'elle alors qu'elle bossait en cabinet. Tu vois, Ok. elle était dans un cabinet de conseil et en fait, je disais, bon, moi, je faisais analyse de marché, business proposal, ensuite tu rencontres le client, tu lui vends ton truc. Enfin, ça revient à ça finalement de faire de la stratégie en cab ou en entreprise. Enfin, en gros, oui, c'était lié à ça. Après, c'était pas tout mon stage, j'avais pas que ça, j'avais aussi d'autres aspects, j'avais des trucs liés au marketing, liés à la vente, sales, tout ça, relations clients. Mais en réalité, en fait, c'est. Mais ça, tu l'as fait dans quelle logique? C'est parce que tu étais en hésitation, c'était vraiment pour t'assurer un tremplin vers une école de commerce? Bah, en fait, quand j'ai fait mon stage, en gros. Déjà, on va reprendre tout ton parcours parce que il y a eu ton truc de droit, puis tu as voulu être commissaire-priseur. Ouais, après, j'ai changé d'avis. voilà. J'ai fait 2 stages en maison de vente, mais vraiment pour le coup avec des commissaires. Mais déjà, la maison de vente, Et c'était quand? Enfin, déjà, quand tu es rentré. Déjà, au tout début, quand tu es au collège de droit, le projet, c'était déjà Ok. d'être commissaire-priseur. Le projet, c'était d'être commissaire-priseur. Genre, Dès je la suis L1, entrée quand à tu es la au collège de fac. droit? Ouais, quand j'étais au lycée et tout. Non, mais je la plupart des gens, me ils suis veulent être avocats, tu vois. Toi, Ah c'était non. vraiment ça ton. Ouais, ton mon projet. truc c'était, je veux bosser dans le marché de l'art, je veux Ok. être commissaire-priseur. Donc là, je fais mon collège de droit et je me dis qu'en plus, collège de droit, là où c'est. Et pourquoi hyper pas la double cool, licence droit histoire de l'art, du coup? Parce que le collège de droit, c'est plus prestigieux, c'est tout. Ok. Genre, franchement, c'est juste pour unique raison. Parce que j'avais aussi la. Et c'était double pas licence. possible de faire la double licence et de s'inscrire à côté au collège de droit? Non, ok. parce qu'en gros, c'est 2 parcours très spécifiques. D'accord. En gros, c'était l'un ou l'autre, et je me suis dit, déjà, j'avais envie de me donner le choix de changer d'avis, et donc de ne pas partir dans le marché de l'art. Et quand tu fais la double licence droit histoire de l'art, tu t'engages dès le début. Collège de droit, l'avantage, c'est que ça ressemble un petit peu, bon, c'est un peu différent certes, mais dans le style Sciences Po. C'est-à-dire qu'en gros, tu as la licence de droit comme tout le monde, et en plus, tu as le diplôme du collège de droit, et là, donc tu fais finance, gestion, histoire, humanité, sociaux, bref, plein de choses différentes. Et donc, ils venaient compléter le parcours. Donc, c'est pour ça. Tu veux que je fasse du coup là mes expériences, mais de manière plus détaillée, genre? Oui, parce que en fait, Ok. t'es loin d'être la seule, mais c'est vrai que les parcours qu'on a eu comme toi, c'était des gens qui avaient spécifiquement fait la double licence droit histoire de l'art. Ok. Chaque année, on en a quelques-uns qui se Ok. remettent en question. Ok. En fait, ce qui est intéressant, c'est la transition et surtout à quel moment vraiment t'as basculé et pourquoi. Ok, Qu'est-ce alors qui t'a dans ce cas-là, déçu? je vais pas tout faire. Ouais, en Ouais, fait, en gros, j'ai dans- fait, dans ce j'ai métier, fait- j'ai fait 2 stages en maison, enfin, j'ai fait 3 stages en maison de vente. Donc, le premier, c'était à la fin de ma L2. Bon, ça, c'est un stage que j'ai eu vraiment au dernier moment parce que, je m'en étais pas du tout occupée. Genre, je l'ai trouvé en mai pour juin. Ok. Et donc, en fait, là, j'étais pas du tout en mode avec les commissaires-priseurs. Je faisais du truc du droit des douanes et des assurances. Donc, rien à voir. Bon, c'était intéressant, c'était un premier pas dedans. J'ai vu des ventes, j'ai vu comment ça se passait. Mais bon, c'était pas vraiment le truc de fou. Ensuite, j'ai fait un autre stage en L3. Ouais, en L3, là, j'ai bossé pour une autre maison de vente aux enchères. Le premier, c'était chez Arcurial. Le deuxième, je suis allée chez Gros et Delettré. Là, pour le coup, c'est à Drouot. C'est une petite maison de vente. Enfin, grosse à l'échelle française, inexistante à l'échelle internationale, globalement. Quand tu dis grosse, comment on mesure la taille d'une maison de vente? C'est quoi? C'est en chiffre d'affaires ou Ouais, c'est chiffre en. d'affaires, notoriété, présence sur les différents continents. Par exemple, tu as les 2 géants, Christie's et Sotheby's. Ouais. Et ensuite, en France, la plus grosse maison, c'est Arcurial. Et après, tu en as plein d'autres petites. Du coup, même si c'était pas directement dans le thème, t'as quand même pu mettre le pied dans une grosse boîte d'être Oui, L2 oui, finalement. Enfin, Oui, sur le CV, t'avais quand même un gros nom déjà. Oui, voilà, pour ça. le- Donc ça a aidé ensuite pour les stages d'après. Ouais. Donc ensuite, je suis allée chez Gros et Delettré. Donc ça, c'était hyper cool. En fait, le stage était très sympa, hein. Franchement, les commissaires-priseurs sont cool. En fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'administratif. C'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de passion pour l'expertise. En gros, les commissaires-priseurs, souvent, ils spécialisent dans un domaine, donc art contemporain ou un artiste. Enfin, en gros, ils ont une spécialisation d'une manière ou d'une autre, ou une période. Et moi, en fait, j'arrivais pas trop à trouver mon truc. Enfin, tout m'intéressait un peu. Enfin, évidemment, certaines choses plus que d'autres, voilà. Mais bon, je me dis quand même. Mais en fait, du coup, je me dis, bon, machin. Bon, de toute façon, je suis embarquée là-dedans. Allez, on continue. Et en fait, en M2, j'ai fait un stage. Et alors là, je suis allée chez Sotheby's. Mais là, pour le coup, j'étais pas du tout en marché de l'art, j'étais en luxe. Et donc, en fait, j'avais 2 maîtresses de stage. La directrice Handbags Fashion et la directrice du luxe. Et donc, ça, c'était 2 jobs complètement différents parce qu'en fait, la directrice du luxe, elle gérait tous les départements et notamment à l'échelle européenne. Donc, ça, c'était cool. C'est pour elle que je faisais analyse de marché, business proposal et tout. Et pour le département Handbags, là,
On était vraiment sur les ventes de sacs, etc. Mais aussi sur le développement du département. On faisait des successions. C'était vraiment la vie du département et comment tu le développes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était analyse de marché, business proposals, relations clients. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, trop bien. Et après, du coup, j'étais un peu paumée quand j'ai cherché un job. Parce qu'après, j'ai quand même un peu cherché un job, regardé ce qu'il y avait, mais en fait, il n'y avait rien qui me plaisait. J'étais, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Il y avait que des trucs, ou des trucs mal payés, donc la flemme aussi. Donc, à ce moment-là, je me dis, de toute façon, j'ai plein de trucs prévus, je pars en voyage. Je suis partie au Brésil, en Argentine, c'était fun. Et quand je suis revenue, j'ai parlé à un mec qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui montait une start-up, donc fonds d'investissement lié à l'art. Et donc, en fait, là, l'idée, c'était hyper cool, en vrai, le projet. C'était en gros, l'idée, c'était t'achètes un tableau. Disons un Picasso, un tableau de quelqu'un de très connu, donc d'un grand maître, donc Picasso typiquement. Ils achètent l'œuvre 5 millions, ils vendent 100 000 parts à ce que ça fait, et donc à des particuliers. Et ensuite, cette œuvre, ils essaient de faire monter sa cote. Donc, à la base, c'était une œuvre qu'ils achètent à un particulier, et là, ils vont avoir des expositions, des machins et tout, plein de trucs. Et l'idée, c'est de le revendre 5 ans plus tard, mais potentiellement à 12 millions. Et c'était que ça, en gros, le business model. C'est le même business model qu'une galerie, finalement, non? Ah, pas du tout. Parce que la galerie, c'est pas ça? Non, la galerie, en gros... C'est pas de promouvoir justement des artistes pour faire une plus-value? La galerie, en fait, elle représente des artistes et elle vend les œuvres. En gros, être galerie, c'est être vendeur, quoi. Mais il n'y a pas un travail de promotion, justement, pour essayer de... Ah si, bien sûr, ils organisent des vernissages, des expositions, après t'en as... Mais c'est moins actif, quoi, tu veux dire En fait, c'est pas le même fonctionnement, parce qu'en fait, il n'y a pas le côté où les gens ils achètent des parts. Tu vois, en gros, il n'y a personne qui possède l'œuvre physique, là, dans la start-up. Ils achètent des parts de l'œuvre. Et donc, par exemple, imagine, ils achètent pour 100 balles de parts. Si l'œuvre, sa valeur triple, du coup, ça va leur apporter 300 €, tu vois. Et il n'y avait pas de minimum d'investissement. Et en gros, ça, c'est un concept qui est né aux États-Unis dans une grosse boîte, mais qui marche très bien. Actuellement, je crois qu'ils gèrent pour 7 milliards d'actifs, donc c'est quand même pas mal, hein, un truc comme ça. Et donc, l'objectif, en gros, c'était pour la start-up de se placer sur le truc européen. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ça. Non, mais le but final, ce qui crée vraiment une plus-value, c'est il faut que l'œuvre soit réellement vendue à la fin de l'opération. Bien sûr, évidemment. Mais ensuite, en gros. L'idée c'était qu'elle soit revendue avec effectivement une plus-value. Oui, c'était ça le truc. Les galeries, ça dépend en fait. Non, je veux dire, comme la galerie, le moment où vraiment on gagne de l'argent, c'est le moment où il y a la vente. Quoi, oui, bien sûr. Après, dans tout le marché de l'art, c'est ça, hein, c'est les ventes qui font, qui rapportent. Mais en gros, par rapport sinon, oui, à la prépa et non, parce que je me dis que peut-être que la personne qui, comment dire, si c'est découpé, elle peut toujours la revendre à une autre personne. Si l'œuvre augmente, même si elle n'est pas revendue, il n'y a pas un système de gré à gré à l'intérieur où tout le monde ne gagne que quand l'œuvre est vendue à la fin. Imagine si moi j'ai une part. Tout le monde gagne à la fin. Ok. Moi je peux pas te dire pendant l'opération. Mais tu as le droit de revendre tes parts. Ok. En gros, ça fonctionne comme ça. En gros, tu achètes une part de l'œuvre. Donc c'est quand même possible de faire une plus-value avant la fin de la vente. Oui, si l'œuvre entre-temps a pris en valeur, potentiellement. Okay. Et donc, en fait, je me suis dit, en vrai, c'est trop cool. En fait, c'est ce genre de job qui me plaît. Et en fait, mon expérience dans le luxe m'avait vraiment plu. Après, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'était les personnes avec qui j'étais. Mes maîtresses de stage étaient hyper intéressantes, hyper cool. Elles m'ont permis de faire plein de choses que tu donnerais pas nécessairement à un stagiaire normalement. Et en fait, je me dis que c'était plus... De toute façon, dans le marché de l'art, c'était toujours l'aspect marché qui m'avait toujours plus intéressé. Et en fait, je me suis dit, après tout, si c'est ça qui t'intéresse, autant faire une école de commerce. Parce que ça va t'ouvrir plein de portes. Et maintenant, je sais pas trop, est-ce que je reste dans le marché de l'art, est-ce que je m'oriente vers le luxe, je sais pas exactement. Je pense pas que je vais rester dans le marché de l'art, hein, pour être tout à fait honnête. Mais ce qui est bien avec une école, c'est que, c'est pas que tu repars à zéro, hein, et d'ailleurs, c'est pas mon intention de repartir à zéro, mais c'est que ça t'ouvre toutes les portes que tu veux, quoi. Donc, c'était aussi ça que je voulais faire. Je sais pas si c'est plus clair. Oui, sinon, c'est plus clair. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un projet professionnel que tu n'as pas encore mentionné. Tu as une activité d'enseignement. Ah oui, non mais parce qu'on n'en parlait pas, mais oui, je suis tutrice chez Prépaillage, je donne des non mais cours. je vois que tu as eu la modestie de ne pas évoquer cette partie de ton parcours, mais qui est très intéressante aussi. Tu es aussi prof. Ah ouais, c'était trop bien, c'est trop cool. En gros, j'ai passé... Déjà, comment t'es devenue... Alors, en gros, ce qui s'est passé, donc je m'inscris à Prépailla fin juin 2024. Je fais les cours du soir, je suis les cours du soir en juillet, donc 2 heures, les 2 heures à chaque fois et tout.
Et ensuite, en août, j'ai fait la prépa intensive. Et pendant la prépa intensive, en gros, on avait des cours liés à 3 épreuves, calcul, condimine, logique, mais pas en français. Bon, moi, ça me manquait pas trop parce que ça se passait bien, mais j'avais des potes qui galéraient de fou et du coup, je leur corrigeais le français. Ouais, moi, après. je me corrigeais. Et en fait, au fur et à mesure des jours qui ont passé, je corrigeais, genre Youss, il me disait bon bah vas-y, en vrai, corrige le français pour les autres. Et j'étais genre t'es sympa, mais merci, j'ai une vie. Mais en vrai, je le faisais quand même parce que c'était marrant et tout. Et Tu sais, après les tâches, on avait tous fumé des clopes. ouais. Et on était genre, toi, tu Ouais. trouvais quoi là? Tu veux m'expliquer et tout Ouais. Et en gros, il se passait, c'était comme ça. Et puis après, en gros, à la fin, je disais carrément, bon bah les gars, si vous voulez une correction du français, je le fais genre dans 20 minutes dans la salle. Et puis je mettais au tableau, enfin voilà. Du coup, je dis, bah écoute, autant aller proposer mes services à Jean, à Zine, etc. Et donc, j'ai demandé. Et en fait, en gros, ce que vous m'avez dit, c'est ça dépend de ton score de Tajmaj. Mais si t'as un bon score, ok, let's go. J'ai eu un bon score, donc top. Et après, du coup, j'en ai reparlé et j'ai commencé à donner cours alors que j'étais au moment de mes entretiens, je crois. Ouais, de mes entretiens pour ESSEC ESCP. Oui, je me rappelle. C'était à peu près à ce moment-là. Mais je crois que... On en avait parlé et je t'avais Ouais. demandé ce que tu faisais. Tu m'avais dit là, j'ai les entretiens. Ouais, qui arrive. À Ouais. ce moment-là. Ouais. Donc, et donc voilà, et depuis je donne cours, donc je fais les semaines intensives et je corrige les parties français, liées au français plutôt du Tajmaj, c'est-à-dire compréhension, expression et raisonnement, argumentation. Et franchement, c'est trop bien de passer de l'autre côté. Enfin, j'aime trop, en vrai, c'est trop cool. Genre, En fait, c'est sympa de te dire que tu peux aider les autres, quoi. ouais, en fait, il y a 2 choses super importantes dans ton parcours. C'est que, en fait, déjà, la première chose, en fait, le TAJ, c'est pas une discipline académique, genre un cours à la fac où il y a tel et tel programme. C'est à la base un test d'aptitude. Et le but de la prépa, c'est pas d'enseigner fondamentalement un programme qui est plus ou moins su, puisque c'est le programme du collège, finalement, que ce soit sur les parties maths ou français. C'est en investissant le maximum de temps avec un objectif de rentabilité. Et l'éternelle question qu'on se pose, c'est 1 heure investie à un moment donné, est-ce qu'elle est plus rentable en train de bosser un texte en compréhension ou sur une série de logique ou de calcul condition minimale? T'as pas la même marge de progression. Ça, Voilà, clair. et en fait, il n'a pas de marge de progression, ce qui fait que factuellement, bah oui, la T'en as majorité... une, en vrai, Hein je pense. Je pense que tu as une marge de progression. Moi, quand ça même pour m'avait les épreuves aidé, de hein. français. Pour le coup, je pense vraiment que tu as une marge de progression. Et je pense qu'elle est moins importante qu'en maths. Mais, Yeah. Louise, Oui. sinon tu serais pas à Ah bah Prépaya. oui. J'ai essayé d'introduire justement ton arrivée à pardon. Prépaya. Oui, Non, il y a- non, mais moi, en il y a une de fait... tes techniques qui m'a servi. Ah non, mais heureusement. Non, mais Vraiment. si Louise... d'ailleurs, tu es encore à la prépa, donc c'est pas par hasard. Non, en fait, c'est vrai que c'est la question qu'on se pose à chaque fois. Parce qu'un raisonnement qui pourrait être très basique, ce serait de se dire, il y a 6 sous-tests, on travaille les mêmes sous-tests dans les mêmes trucs, lundi, on fait compréhension, mardi. Ça ne peut pas marcher comme ça, parce que l'objectif, c'est pas de couvrir un programme, c'est de maximiser un score. Et c'est vrai que la question du français, après, ça dépend des sous-tests. Hein. Par exemple, compréhension, au moment où je parle encore aujourd'hui, je pense qu'une fois qu'on a donné quelques tips, je pense que dans la durée, c'est quand même compliqué de vraiment faire progresser, parce que les gens me disent oui, peut-être qu'on va lire plus vite, mais si lire plus vite, c'est comprendre moins et devoir relire, est-ce qu'on a vraiment gagné ou pas? Ouais. Donc, Oui, je vois en ce fait, que ça tu dépend veux des dire. sous-tests. Tu vois, par exemple, en expression ou en réseau argu, peut-être qu'il y a plus de marge de manœuvre. Et c'est vrai qu'avec ton arrivée, on a découvert un champ. Alors, c'est vrai que majoritairement, on va continuer à mettre la dose sur des conditions minimales. Ouais, évidemment. Mais ton intervention à la prépa, et ça a été rappelé hier, hein, je ne sais pas si tu avais donné une commission à tes intervenants. Je te jure que De toute façon, t'as pas vu l'épisode. C'est là où je t'ai cru, c'est quand j'ai vu que t'avais pas vu. Bon, j'ai dit, bon, elle s'en fiche, elle sait même pas qu'elle a été encensée la veille. Mais vraiment, ça fait trop plaisir. Hein. Non, t'as vraiment été encensée. Ah, c'est Non, ils ont bien expliqué que. Parce qu'ils ont senti la différence entre le premier et le deuxième passage. Parce que bon, c'était des étudiants sérieux. Il y a des gens qui ont un boost entre les 2 passages juste parce qu'ils ont foutu la première fois. Oui. Bon, là, ça compte pas. Donc, Candice, C'est- tu vois, elle a passé c'était- sa en voilà. juin quand t'étais même pas encore prépa et elle est revenue en février où t'étais là et c'est une Ouais. bosseuse. Ok, Mm. ok. Elle a même passé 3 fois, je crois, Candice. Ouais, 3 fois, elle a passé juin, septembre Ouais. où là t'étais pas là. Ok. En fait, elle a dit Donc, que juin, elle avait rien c'est foutu plaisir. et que septembre, elle avait déjà plus bossé. Et que quand elle a repassé du coup en février, avec le français en plus, là, elle m'a dit qu'elle avait bien senti une différence. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux que toi pour en parler, justement. Bah, en fait, Parce ouais. que, comment on progresse en français? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Oui, c'est ça. Mais par exemple, tu vois, je vais prendre Qu'est-ce qu'il y a l'exemple de... Oui. Mehdi qui était avec nous en gros en août
et qui a commencé où de temps en temps, ça pouvait lui arriver d'avoir des scores négatifs en français. Donc c'était chaud. Hein. Non, franchement, là, c'était chaud. Bon, pas moins beaucoup, mais genre moins Ouais, 5, tu vois. Ok, ouais. Il Genre, a HEC même. Ouais, Non. bah, il a eu HEC. Incroyable. Et je crois qu'en français et tout, il m'avait dit, je crois qu'il a eu genre 35 sur les épreuves. Bon, ce qui est pas 50, hein, évidemment, c'est sur 60. Mais il partait 35 en français, c'est bien. mais il partait de Ouais. tellement loin que finalement, c'était exceptionnel. Et en fait, tu as quand même pas mal de marge de progression parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ce qui est attendu de toi pendant ces épreuves. Typiquement, en compréhension, on ne te demande pas de comprendre... en fait, on ne te demande pas tes connaissances personnelles, on ne te demande pas d'interpréter le texte, on ne te demande pas de faire de déduction. Tu lis le texte bêtement et tu réponds bêtement ou à chaque fois, en fait, la réponse, tu peux la trouver dans le texte. Évidemment, les questions de quel pourrait être le titre, tu dois réfléchir un petit peu plus sur le texte dans sa globalité, mais 80% des questions d'épreuve de compréhension, tu vas retrouver la réponse texto. Et en fait, les gens ont tendance à faire à surinterpréter les trucs et c'est pour ça qu'ils ont des mauvais scores. Par exemple, tu vois, genre en mode dans le texte, il va y avoir écrit il y a une baisse de la croissance. Okay, dans les choix de réponse, il va y avoir écrit il y a une baisse importante de la croissance. Ils vont tous m'entourer ça. Je leur dis les gars, on vous dit dans le texte il y a une baisse de la croissance. Est-ce que tu sais si elle est importante ou pas? Tu sais si elle est grosse, elle est petite, t'en sais rien. Donc si tu sais pas, c'est faux. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui entourent des réponses en mode oui, mais la réponse elle est à moitié bonne. Oui, à moitié bonne, ça veut dire à moitié fausse. À moitié fausse égale fausse. Et en gros, pour compréhension, je pense qu'effectivement, c'est celle où il y a le moins de tips, mais quand même pour celle-là, en fait, une fois qu'ils ont compris certains trucs, ça aide. Et en fait, ça, c'est les entraînements de tous les tâches mages, parce qu'en fait, vu que c'est pas les mêmes questions qui reviennent, t'as pas les mêmes problématiques et quel type de questions. Mais une fois qu'ils ont fait un peu tous les tâches mages et donc tous les types de questions qui peuvent tomber, là, j'ai pu leur donner un peu tous les conseils, en tout cas mes conseils là-dessus. Et apparemment, ça aide, hein, tu vois, parce que il y a plein de gens et tout qui me disent que qu'en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais n'empêche qu'il faut le savoir. Genre, au moment, il y a un texte, tu vois, il y a une définition du soft power qui n'est pas du tout celle qu'on apprend. Pour nous, le soft power, c'est en gros, c'est l'influence. C'est une question d'influence, en gros. C'est lié à ça. C'est un pouvoir d'influence. Dans le texte, il faut une définition du soft power qui n'a rien à voir. Et dans les choix de réponse, ils définissent, ils disent qu'est-ce que le soft power. C'est ce qu'on apprend en général. Voilà. Et tout le monde entoure ce que tu apprends en général. Je dis, mais les gars, vous n'avez pas compris ce qu'on vous demande. En fait, on ne vous demande pas vos connaissances. Et ça, c'est vraiment le truc fondamental, typiquement de compréhension. Après, pour les épreuves, ça change en fonction. Hein, mais argumentation, il faut comprendre le texte, évidemment. Mais je leur dis, il y a souvent des questions. Quelle est la réponse qui se rapproche le plus du propos? Quelle est celle qui est la plus éloignée? Par exemple, ça c'est Zine qui me l'a appris parce que ça je savais pas. C'est en gros, il faut savoir que d'abord t'entoures celle qui s'oppose pour celle qui est s'il y a la question, quelle réponse se rapproche le moins du propos? D'abord, tu entoures celle qui s'oppose au propos, et s'il n'y en a aucune, là, tu entoures celle qui n'a aucun rapport. La plupart des gens, ils vont entourer d'abord celle qui n'a rien à voir avec le texte. Et donc, c'est plein de choses comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, comme ils sont pas bons en français, mais genre en français de base, c'est-à-dire plutôt lié à l'expression, ils savent pas écrire, tu vois, ils font des fautes d'orthographe et tout, ils se disent « Ah, mais de toute façon, le français, je vais être nul ». Mais en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. Évidemment, pour l'épreuve d'expression, il y a 2-3 questions d'orthographe. Mais en réalité, c'est beaucoup de logique. Enfin, je trouve, en tout cas, que c'est beaucoup c'est plus de la logique que vraiment des aptitudes en français à avoir. Voilà. Tu fais un grand monologue. Parce que je conclue quand même en disant que ça reste un test d'aptitude avant d'être un test de connaissance. Oui, c'est ça. Dans la logique des tests de QI, hein, que ce soit GMAT, GRE, TAGEMAGE, la raison d'être quand même de ces tests, ce sont tous des tests dérivés de ces tests d'aptitude. Du coup, Maloc, si on devait résumer un petit peu ton parcours là, donc on a vu la partie école, académique. Si on arrive, du coup, on fait la transition sur le TAGEMAGE. Comment tu as vécu du coup ton travail du TAGEMAGE et par voie de conséquence, quelle a été selon toi la vraie valeur ajoutée de la prépa dans ta façon de travailler TAGEMAGE et de progresser au quotidien? Comment tu t'es organisé? Voilà, pour des gens qui n'ont vraiment pas commencé ou qui débutent maintenant, hein, parce qu'on est encore en mois de septembre, les prochaines sessions sont en novembre-décembre. Les élèves commencent doucement. Hein. Ceux qui étaient déjà prêts ont passé du coup les sessions, ont déjà eu le résultat pour la session de septembre. Là, il y en a qui arrivent vers l'automne, vers l'hiver. Voilà, comment tu... Alors, surtout que toi, tu l'as passé dans ces conditions-là, parce que carrément. il y a des gens qui ont passé pendant l'été sur les intensifs, comme Louise. Bon, toi qui est, on va dire, plus synchro en fait avec la situation d'aujourd'hui des étudiants, comment tu t'es organisé et comment la prépa t'a aidé selon toi? Alors déjà,
Enfin, moi, je travaille bien mieux si j'ai un truc qui m'encadre. Ou c'est dédié. Tu mets un cours tous les soirs de 19 à 21h, c'est parfait. Par contre, s'il faut que je fasse moi tout seul le cours de 19 à 21, il y a une chance sur 3 pour que ça me saoule. Donc, moi, j'ai beaucoup commencé avec les cours du soir. C'était mon rendez-vous tous les soirs, 19-21h. Maintenant, c'est 20-22, je sais plus si c'est C'est 19-21. 19-21h. Ouais, 22, c'est en présentiel uniquement. Voilà. On les a encore laissé des synchros pour laisser plus de choix aux étudiants. Donc, j'en ai fait un petit peu avant de faire une semaine intensive. Je suis venu fin août. J'en avais fait quelques petits cours à distanciel. J'ai fait une semaine intensive. Du coup, je me suis un peu rendu compte de ce que j'avais besoin de faire. Ensuite, je suis parti en Angleterre. Et dès que je suis arrivé, je me suis mis une routine. J'ai pris le programme des 2 mois. J'ai fait tous les jours le programme, ce que disait le programme. Je me suis fait ma routine de ça. Je l'ai imprimé, tu vois. J'avais toujours ce qu'il fallait faire. J'en faisais parfois un peu plus si j'avais du temps. J'ai pas beaucoup de cours en Angleterre, donc ça c'est cool. Et tous les soirs, j'essayais de faire un Taj Mahal tous les 2 jours, plus celui du week-end. Ou tous les 2-3 jours. Et, mais par contre, je travaillais beaucoup. Hein. Toutes les fiches, je faisais beaucoup de fiches. Donc c'était en gros un 9h, 22h avec des pauses où j'allais en cours à chaque fois. Et voilà, j'ai tryhard de mi-septembre. Je me rappelle de la date, c'est du 11 septembre à la semaine intensive avant de passer le Taj Mahal le 21 novembre. Et tous les jours, la même chose. Et la semaine intensive, tu l'as faite sur place, enfin à préparer quoi. Et je faisais, je crois que c'était à 10h, je crois qu'on devait venir. 10h, 22h. Et voilà, avec une petite pause au milieu de la journée. Et ça l'a fait, hein. J'avais passé le Taj en juin avant pour voir, sans jamais l'avoir bossé. Et je l'ai passé une fois en novembre, c'est passé. Et voilà. Et on peut connaître ton score de juin ou c'est confidentiel hein? J'avais eu 220, je crois. Ah ouais, t'as plus que doublé du coup. Ouais, bah, en même temps c'est normal. Enfin, j'étais un ignorant, j'ai fait un 5e des questions à chaque fois. Le truc qui sonnait, j'étais la 3e question. Ah. Fais gaffe, tu peux en vexer certains, il y a des gens qui bossent et qui ont 220. Bien sûr, bien sûr. Qui arrivent bien dans sûr. les écoles, tu peux en croiser. Ancien score. Ancien score, bien sûr, ancien score. Tu peux en croiser en école, fais attention. Ancien score. Non, ouais, carrément. Alors peut-être pas à l'EDEC, mais à l'EM, Non, carrément. Mais moi, je visais la fameuse barre symbolique des 400. Et j'avais eu 407, tu vois, ancien score. Donc j'étais content. Et là où mes potes qui l'ont passé les mêmes jours que moi, ils l'ont tous repassé. Et donc voilà. Pour finir à converger vers quasiment. On a tous fait un peu la même chose. EM et DEC, on a tous eu en nouveau score. Surtout même en termes de score, vous étiez assez proches. On a tous eu entre 458 et 485. Bon, ça va. Nouveau score. C'est précis. Ouais, ça nous a marqué, hein, on en faisait le truc en même temps. Donc, mais vraiment routine. Moi, c'était routine. C'est ça. Et toi, Louise? Moi, quand je suis arrivée à la prépa, là où ce qui me stressait un peu le plus, c'était tout ce qui était maths, parce que j'ai fait du droit. J'avais pas fait de maths depuis genre 2015. Enfin bref. Ah oui, parce que j'ai fait L aussi hein, à l'époque. J'ai fait bac L, ce qui était merveilleux, mais où du coup, j'avais lâché les maths en seconde. Donc ça faisait littéralement 9 ans que j'avais pas fait un truc de maths. C'est fou. Rien, nada. Donc en fait moi ce que j'ai commencé par faire, je me dis bon déjà il faut que tu apprennes tes indispensables. J'ai réappris à faire une fraction, hein. Je ne savais plus faire une fraction, genre 1/2 plus... Tu te souviens de Simon Ouais. Qui était quand même très fort, pareil que toi, je lui apprenais à faire des multiplications. Ah non mais... Il a fini avec presque un 500. Ouais non mais voilà, ah ouais. moi, j'ai dû rapprendre et en fait pendant le mois de juillet du coup j'ai vraiment bombardé les indispensables. En gros j'avais les 2 heures de cours du soir et j'ai bombardé les indispensables, genre les cours parce que je me dis il faut que je réapprenne tout. J'avais appris tout mon alphabet pour l'épreuve de logique, genre en mode voilà, M13, tout ça. Bah oui, non, mais pour moi c'est indispensable ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y en a qui viennent à la semaine intensive sans connaître par cœur leurs indispensables. C'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà, il y en a qui. Ah ouais. Et moi j'ai commencé à bosser le ça. stage le premier jour du stage de l'intensif. Oui, mais t'as fait 3 semaines intensif toi, non? Ouais. Mais du coup, je me suis arrivée. Oui, je ah non, mais lui, il parlait de la semaine. En fait, on parle pas de la même chose. C'est vrai qu'il y a souvent une confusion. En fait, il y a la semaine intensive qui vient, ce que tu as fait, hein, qui vient terminer en fait un cycle de préparation complet où on va faire des révisions. Les révisions ne fonctionnent que si on a déjà travaillé avant. Donc ça, c'est avant chaque session de Taj Mahal, on fait la semaine intensive. Mais on va distinguer ça de ce qu'on appelle aussi des intensifs pendant l'été. Ah ok, ouais. On va prendre des gens qui partent de 0 au Taj, tout arrivait pareil, en sortie d'examen au mois de juin ou en août pour préparer la session de septembre. C'est vrai qu'on moi, même avant du coup d'arriver au début août, j'avais appris... Vous avez toutes les deux fait les intensifs? Ouais. Ou pas? Okay. Ouais, on était ensemble en août l'année dernière.
Mais ouais, ce que j'ai fait, c'est je me suis dit, mais en fait, je pars de tellement loin en termes. Enfin, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de maths ou ce genre de choses qu'il faut que j'apprenne les indispensables avant. Donc, je connaissais déjà en arrivant à la prépa. Et après, en revanche, effectivement, les cours du soir, ça m'a grave aidé et c'était hyper cool. Et j'ai fait ça pendant tout le mois de juillet. Mais rien à voir après avec le rythme qu'on avait pendant les 3 semaines où je crois que ça commençait à 11h, c'est ça? Non, 10 heures. plutôt 10 heures. Ou, en tout cas, j'arrivais à 11h. Et mais je repartais tard. Je repartais vers 22, 23h, parfois minuit et tout. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est toute la journée, les séries. Et après, ce qu'on faisait avec des potes, c'est qu'on se refaisait les séries de la journée le soir. Et après, on rentrait chez nous. Ce qui fait que on apprenait. Mais franchement, moi, je partais vraiment de zéro. Genre zéro, le niveau le plus bas. Le français, ça se passait très bien. J'avais toujours de très bons scores, au tâche blanc. Mais en maths, en fait, du coup, finalement, ça se passait très bien. Parce que une fois que tu as appris C'est tes plus que formules bien. et, Elle avait des plus de 500 en Ouais, tâche je me blanc rappelle. et Je me tout. rappelle. Ça m'avait choqué. Moi, j'étais là à Tellement côté. elle est C'était mon sortie. deuxième truc intensif. Non, mais parce qu'en fait, j'avais appris les formules et après, je trouve que effectivement, le tâche, c'est un peu c'est du bachotage. Une fois que tu connais, Oui. tu as appris tes formules, une fois que tu as compris comment les Ouais. appliquer, ça va. Après, évidemment, toutes les questions, il fallait vraiment faire des longues équations et où tu n'avais pas de technique. Mais parfois, moi, je là, me c'était un sentais peu comme plus ça. Ouais. compliqué, tu vois, genre en mode. Mais moi, en fait, je pense qu'il y avait aussi un avantage au fait de venir d'un parcours comme le mien où j'avais fait 0 maths, c'est qu'il y en avait, ils étaient en mode ouais, mais moi je préfère faire une équation. Moi j'étais surtout pas. Moi, donne-moi toutes les techniques possibles et tout pour éviter à avoir faire le plus de maths possible. Et en fait, ce que Zine m'a dit le premier jour quand je suis arrivée, il m'a dit mais t'inquiète pas, le tâche c'est pas des maths. Je lui dis excuse-moi, mais je vois, je vais quand même faire des fractions, c'est des maths quand même. Il dit oui, non, mais c'est des maths de débile. Je veux dire, c'est pas des vraies maths. C'est une question de technique, de méthode, et en fait c'est hyper vrai. Et, Mais ça, complètement. en vrai, c'est un truc où si tu fais pas une prépa, ou enfin sans les techniques, c'est possible évidemment, tu peux quand même avoir un bon score, mais c'est une aide hallucinante quoi. Même, et pareil pour les oraux, après t'en parlais tout à l'heure, une fois que j'étais admissible, j'ai fait des oraux. Puisque ce qui est trop bien, c'est que tu fais des oraux avec des personnes qui sont dans l'école. Donc pour les SEC, oral avec des gens des SEC, c'est fait pareil. Et du coup, ils peuvent te donner des tips, machin. Enfin, tout est fait, tout l'accompagnement au-delà des cours. Les cours sont top, mais au-delà de ça, ça aide vraiment. Enfin, je veux dire, t'y vas, tu sais que tu vas obtenir quelque chose, quoi. Enfin, si tu t'y vas, tu fais le taf, tu sais que tu seras pris quelque part. Ça, c'est certain. Par rapport à l'encadrement. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à toi aussi, c'est que, encore une fois, c'est pas une discipline académique le TAGE. Il n'y a pas une agrégation, il n'y a pas un doctorat de TAGE-MAGE. Donc il y a un fonctionnement qui est naturellement collaboratif, aussi bien sur la partie TAGE ou même sur le suivi. La preuve, on n'a pas attendu que tu aies validé définitivement ton école pour te faire intervenir à la prépa, comme il y a des chargés de TD qui sont encore dans un cursus universitaire. Et au TAGE-MAGE, ça a même plus de sens, parce que de mon point de vue, il n'y a rien de plus légitime qu'une personne qui a elle-même cartonné son TAGE. Et chaque année, on a des nouveaux intervenants. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens qui font preuve de capacité extraordinaire, parce qu'encore une fois, c'est pas des maths. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont un doctorat en maths, des agrégés de maths, qui seraient incapables d'expliquer des maths de TAGE, et encore plus à un public de non-matheux. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des maths à un certain niveau. Je pense que tous les trois, tous les deux, peut-être que vous avez à peu près le même cursus, le même niveau en maths. Parce que je pense que les maths, ça devait aller. Tu n'avais pas un blocage en arrivant. Non. Et c'est parfois limite contre-productif, parce que les gens qui sont bons en maths ont tendance à trop calculer. C'est exactement ce que j'allais dire tout à l'heure quand elle disait ça. Et c'est trop calculatoire. Tu vois. Moi, j'avais du mal à faire les vos méthodes parce que je me disais, mais attends, là, je fais le calcul, ça Tu sais passe. faire en fait. Ça, Ouais, pour les celui qui avec sait les pas faire, dix. il est. Voilà, exactement. C'est que t'as une minute. Donc en fait, Exactement. moi j'étais. Mais en réalité, ouais, c'est. Après, je sais pas, parce que j'étais. Même si j'avais pas fait de maths depuis longtemps, à l'époque, j'avais pas un blocage avec les maths. Là, j'en ai vu, dans ceux à qui j'ai donné cours, il y avait notamment un garçon, il disait mais moi, c'est les maths, je peux pas, c'est pas possible, j'y arrive pas. J'ai dit j'en ai pas fait depuis 4 ans. Et je lui ai dit écoute, tu te bats parce que moi, 9 ans. Donc, tu vois, donc si j'ai réussi, tu vas réussir aussi. Mais juste, le mec dans sa tête se dit les maths, c'est pas possible. Je dis mais c'est pas des vraies maths. C'est pas des vraies maths, tu fais pas des maths appliquées. C'est pas des maths économiques, c'est vraiment, t'as 3 poules, machin, etc. Enfin, tu fais ton truc, tu fais ta technique, quoi. Et puis ils vont te les donner, les techniques, donc juste. Alors que quelqu'un qui a fait des études là-dedans, il a du mal à appliquer les techniques. Parce que vous voulez calculer, c'est un truc d'égo. J'ai un pote à l'EDEC qui a fait un G, il s'est mis à bosser le TAGE, il m'a dit peut-être 2-3 semaines avant, quoi. Mais tout seul, comme ça, il a pris son livre, il a fait le truc et il a eu une meilleure note que moi, tu vois.
Donc en fait, je pense que quand tu viens d'ingé, c'est aussi quand même plus facile de faire les maths. Ouais, peut-être, mais je sais pas. Bah, moi, les Enfin, ingés avec qui j'ai c'est pas, parlé... c'est pas tout blanc, tout noir, tu vois. Non, évidemment. que- Non, mais évidemment, c'est plus facile si t'en as déjà fait. Genre, ça, c'est évident. Mais je veux dire, c'est que en gros, il y en a aussi qui se bloquent parce que, Ouais. en gros, évidemment, ils sont capables de tout résoudre. Mais la question, c'est est-ce que tu es capable de le résoudre en 1 minute? Ah mais je suis d'accord avec toi, Tu vois. c'était mon cas. C'est Hein. plus ça le truc. Même Yous, il me disait arrête de faire des trucs, prends ma méthode. Oui, c'est ça. Parce Ouais, que c'est complètement. plus rapide. Complètement. C'est plus rapide. Alors, ça fait une petite transition. On va prendre 2 petites questions avant d'arrêter le live. On a Margot qui justement demande. Margot Fraisse. Oui. Bon, je sais pas si. C'est exactement dans la continuité de ce que tu disais. Est-ce que lorsque l'on vient d'Assas en droit, vous nous conseillez plutôt de mettre l'accent sur les épreuves littéraires que mathématiques? Tu veux que je réponde? Oui. Ouais. Bon, tu as un peu répondu déjà, mais si on devait vraiment résumer pour un parcours. Si je devais résumer, moi j'aurais tendance à dire que si elle fait du droit, doit avoir quand même un minimum d'aptitude littéraire. En tout cas, j'espère, mais je pense. Ou savoir écrire, faut bombarder calcul et tout, hein, parce que je veux dire, c'est que le français, encore une fois, tu as une marge de progression qui existe, mais qui est beaucoup plus faible que celle qui existe en maths logique, notamment. Donc il faut bosser à fond ça en priorité. Et après, évidemment, tu progresses aussi pour tout, c'est de l'entraînement. Mais non, il faut aller là-dessus à fond, quoi. Je pense que vous êtes d'accord. Hein. Je vois. J'ai un train à 48, Ok. Ah. si jamais. De toute façon, juste une dernière Un question. Go. À Nord, Paris-Nord. Voilà. Ah bah oui, Donc faudrait Tu y partir vas maintenant, si ouais, possible. t'y vas. Vas-y, Ça- vas-y, ça on dérange te pas libère. Non, on te libère, on te libère. Allez, bon bah salut. Yes, à bientôt. Plus, on revient sur une Salut. question de l'île. Donc, salut. Ah bah désolé. Non, c'est bien. Ouais, donc dernière question. Donc c'était quand on vient à la catholique dans licence 3 internationale, cela ne nous peine pas. Donc c'est le point, bon voilà, que je voulais juste développer tout à l'heure, mais c'est vrai que la catholique a eu des petites difficultés par rapport à l'EM Lyon, mais on peut tout à fait intégrer. Il y a des gens qui intègrent le SCP, des gens qui intègrent les SEC, avec la difficulté qui est commune à toutes les L3 ou les DEC. Mais c'est vrai que le niveau d'études a son importance, c'est que c'est effectivement plus simple d'intégrer. C'est plus simple après un M1 qu'après une L3 et on a quand même observé des difficultés particulières sur les 3 de la Cato sur les 2 dernières années à l'EM Lyon. Ça, c'est quand même une réalité. Donc, en dehors de bien bosser son TAGMAT et essayer d'augmenter les points sur le TOEIC, on n'a pas de méthode magique. Voilà. Donc, c'est ça, et élargir le choix d'école pour se sécuriser le plus possible. Voilà. Donc, ça, c'était la question de Timothée. Voilà, bah, écoutez, on arrive au terme du live. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter avant de clôturer. Non, moi, ça va. Non, C'est bon. Voilà. Rejoignez la prépa. Hein. Avec Voilà. plaisir. Merci à vous deux. Merci. Merci à toi, Jean. Ouais, Donc merci. c'était l'épisode 5, voilà. Donc épisode à venir demain, encore plus intéressant, je pense. Sympa. Ouais. Je voulais meubler parce que